Février après, on a fait un point avec lui, on lui a fait 1,2 million. Ah ouais, 1,2 million? Oui. Il faisait 20K l'année avant? Oui. On a fait aussi des placements sur le compte officiel de NFT. Ouais, celui-là, il coûtait cher, non? Il était à 20K, Ouais. le poste. Et comme nous, on s'y est pris à la dernière minute, il nous a dit, ouais, guys, it's 40K. 40? Et du coup, on s'est regardé, on a dit, en vrai, ça se trouve, ça va changer notre vie. Ouais, ça va, David? Ça va super, et toi? Bah écoute, tranquille, hein. Merci de faire partie du podcast qui n'a toujours pas de nom. On va brainstormer ensemble après, je pense, par la suite. Allez, très chaud, on va trouver des noms. Avec Didier. Écoute, je voulais t'inviter parce que tu as quand même un parcours atypique. Franchement, avec Didier, on est des e-commerçants dans l'âme, mais toi, tu as fait une multitude d'activités et je pense que c'était intéressant de t'interviewer aujourd'hui parce que tu as fait quand même pas mal de petites choses, business models différents. Tu as shippé pas mal de projets et donc je voulais revenir un petit peu sur ton parcours. Déjà, comment tu veux peut-être te présenter et après tu peux me dire comment on se connaît ouais, comment on se connaît. Voilà, fais un peu ta petite présentation et après je rebondirai dessus. Ok, ça marche. Déjà, merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast. Ça me touche beaucoup et ça me fait très plaisir d'être là. Premier? C'est le deuxième. Deuxième. Ouais, deuxième podcast. J'en avais fait un à l'époque. À l'ancienne. Mais bon, j'étais un peu plus jeune. Donc, Ok. donc voilà, mais sinon le premier depuis un bon moment. Et donc voilà, donc du coup, moi c'est David, 29 ans. Je sais pas si c'est important de le dire, mais je le précise. Ça fait maintenant 7 ans que je suis entrepreneur. Ouais. Donc j'ai commencé il y a un bon moment maintenant. Et du coup, j'ai vu évoluer pas mal de tendances et de marchés, on va dire. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai lancé pas mal de choses en 7 ans. Ça a été beaucoup d'A/B tests. Beaucoup d'A/B tests et beaucoup de produits shippés, comme tu as pu le dire tout à l'heure. Ouais, clairement. Donc à la base, moi je connais Didier qui m'a fait rencontrer Guillaume qui est ton associé sur l'agence, Exactement. qui est toujours active à l'heure actuelle. Donc on se connaît de potes. Donc mine de rien, aller aux events, ça sert toujours parce que on se voit maintenant à Bali, et on va en week-end, là on va aller à Uluwatu aussi ce week-end-là, donc ça sert toujours. Donc un peu pour revenir un peu sur avant ton expérience entrepreneuriale, tu m'avais dit que tu avais déjà eu un CDI en banque si je me trompe pas. Ouais, alors c'était pas un CDI, j'étais en alternance. En alternance, pardon. Donc j'étais en alternance en banque à la Société Générale du coup. Ouais. Dans la section cash management. Donc c'était dans la bonne section. C'était en gros c'était la gestion des gros clients en contre-entreprise. Et en vrai c'était archi intéressant et tout. Et donc j'avais mon CDI, on va dire, qui était tout tracé puisque on me l'avait proposé d'ailleurs. Ah ouais. Et c'est vrai que je m'étais à ce moment-là en fait, ça faisait déjà un peu plus d'un an que j'avais un peu cette flamme-là entrepreneuriale et que j'avais vraiment envie de me lancer. Yes. Et du coup, en fait, je m'étais dit, voilà, en parallèle de cette année-là d'alternance, donc je cumulais l'école, qui était assez dure, l'alternance, du coup, que j'ai voulu mener à bien, et à côté, je faisais du dropshipping. Donc, c'était en 2017. Ouais, ça devait être en 2017, je crois. La belle époque. Ouais. La belle époque où tu as envoyé. Donc là, tu étais solo déjà sur ces projets-là ou est-ce que tu étais déjà associé avec quelques potes? Comment ça s'est passé un peu ce move-là? Est-ce que tu as vu des vidéos qui ont commencé à déclencher? C'est quoi le déclic? C'était avec Didier, Ah ouais? du coup, Ouais. qui lui travaillait déjà sur ses projets. C'est un peu lui qui m'a mis dedans aussi. Et qui, du coup, m'a donné un peu cette vision-là de voilà, il y a autre chose aussi qui existe que le salariat. Et donc, en fait, on s'était revus par hasard, parce qu'on se connaît depuis qu'on est petit, du coup. Yes. Et on s'était revus par hasard. Et puis, c'est vrai que de fil en aiguille, en fait, on a commencé à regarder un peu, on a vu les tendances qui se faisaient, etc. On s'est lancé ensemble dans le dropshipping. Bon, lui, il avait déjà ses projets à côté. Du coup, en fait, tout ce qu'il voulait, c'était me mettre un petit coup de pied au cul et que je me lance. Ouais. Donc, quand j'ai lancé ma première pub Facebook Ads, il m'a regardé, il m'a dit « Bon, allez, c'est bon, on n'a plus besoin de moi, ciao ». Il a claqué la porte, il est parti. Ah ouais? Mais non. Je te promets. Ah ouais? Ça s'est passé comme ça? Ouais, et en fait, parce qu'en fait, comme toute personne qui se lance, le plus dur, c'est de se confronter au marché. Ouais, c'est Et clair. en fait, j'avais fait le site Shopify, j'avais trouvé les produits, j'avais commencé à faire pas mal de choses et tout. Et en fait, lui, il était là derrière moi, vas-y, mais lance. Ouais, mais je sais pas faire Facebook Ads, mais machin, mes trucs, faut que je me forme, etc. Je dis, vas-y, on s'en fout, lance ta première pub. J'ai lancé la première pub et tout. Je savais même pas ce que je faisais sur le Business Manager, je me souviens. et j'étais perdu, machin et tout. Je dis, ouais, mais c'est bon, vas-y, clique sur suivant, on s'en fout et tout. Donc, franchement, je pourrais même pas te redire la tronche de ma campagne, tu vois. Mais en vrai, ça a été trop bénéfique parce qu'en fait, le fait d'avoir lancé, derrière, il fallait que je l'optimise. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à me former, tu vois. De ouf. Et surtout, je l'ai fait encore une fois sur le nouveau projet que je fais, là, Focus. De temps en temps, je me force à planifier, en fait,
des campagnes, par exemple, qui vont commencer dans 3 jours. Et donc, je sais que dans 3 jours, ça me met une deadline où le site doit être carré. Et donc, je sais que là, je vais commencer à perdre de l'argent si je fignole pas le site. Carrément. Donc, le fait aussi, je connais plus l'effet pas marshmallow, mais où en gros, tu as une deadline, tu sais que tu vas pouvoir concentrer ton travail là et ça te met auto la pression pour terminer là. Donc, ouais, bah écoute, hyper intéressant. Donc, tu as commencé à lancer tes premiers trucs. J'imagine que ça n'a pas fonctionné dès le début. Ou est-ce que ça a tapé sur un winner direct ou tu as commencé à… Non, 0 vente. Franchement, Ouais. j'ai galéré pendant plusieurs mois. Et après, justement, c'était Didier. Du coup, je lui dis, écoute, mec, franchement, le dropshipping, parce qu'à la base, même pour la petite histoire, le mot me faisait rire. Ouais. Dropshipping. Drop. Ouais. C'était un mot, tu vois, comme des mots type gadou, tu sais, des mots comme ça. Yes. Moi, ça me faisait grave rire. Ouais. Et du coup, en fait, c'était devenu un jeu où on dit, ouais, dropshipper, dropshipping, machin et tout. Et à l'époque, c'était pas autant démocratisé, tu vois. Donc, enfin, en vrai, tu vois, on en rigolait bien. Et c'est vrai que quand j'ai lancé ça, pendant plusieurs mois, j'ai galéré, j'ai testé beaucoup de produits. J'ai pas réussi à faire de vente. Et je me disais, putain, je suis quand même alternant, je suis en master, marketing, et je sais pas vendre et tout, c'est quoi ce truc? Et je comprenais pas et tout. Et puis, à ce moment-là, lui, il avait tourné un podcast avec un mec, Florian, qui est d'ailleurs aussi à Bali là. Ok. C'était un gros e-commerçant. Et avant même qu'il lance du coup sa formation en dropshipping, du coup, il avait fait un podcast avec Didier. Et en fait, Didier m'avait dit, écoute, contacte ce mec-là, il fait du drop, il fait du gros chiffre. On l'avait vu en soirée? On l'a vu en soirée. Et il m'a dit, ouais, contacte-le de ma part. Ouais. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, je l'ai contacté et je me souviendrai toujours, il m'a répondu, il m'a dit, ouais, grave chaud et tout. Et il m'avait dit, écoute, si tu veux, je te propose 10 heures pour temps. Donc c'était je crois que c'était 10 heures pour 1000 € à l'époque. Ouais. Pour moi, c'était un gros billet, ticket. Ouais. Un gros ticket, je les avais de côté, mais tout juste, tu vois. Donc je me suis dit, en vrai, vas-y, dans la vie, il faut y aller, tu vois. Go. Et je lui dis, vas-y, envoie ton Revolut. Je le connaissais pas, le mec, ni rien, mais bon, comme c'était par intermédiaire de Didier, pour moi, il y avait quand même un facteur confiance. J'ai fait le virement, genre, il m'a envoyé le message, je fais le virement dans 1 minute, tu vois. Ouais. Il l'a reçu en direct. Il était un peu choqué, je crois. Et il m'a dit, mec, t'es chaud et tout. Ouais. Bah, vas-y. Et il m'avait envoyé des rushs d'une formation qu'il avait commencé à tourner. Et il m'avait dit, voilà, regarde ça et tout. J'avais pris son truc, j'avais tout transcrit, j'avais pris plein de notes. J'avais bouffé, genre, je sais plus combien d'heures en même pas une semaine, tu vois. Il m'avait dit, tu reviens vers moi dès que tu as tout vu, comme ça, tu as déjà les bases. Au moins, on perd pas de temps et au moins, on passe du temps sur du quali, tu vois. Ok. Et l'analyse de chiffres. Et en fait, ce mec-là, du coup, c'est simple. Genre, je suis passé par lui, j'ai suivi la formation. Après, une fois que j'ai mis les 1000 € qui pour moi étaient énormes, j'avais plus le choix, en fait. Pour moi, il fallait que ça marche, tu vois. Et en fait, je me souviens, lui, il était à Bali à l'époque déjà. Moi, j'étais en France. Je me levais, il me disait, ouais, moi, il vaut mieux que ce soit le matin pour à Bali et tout. Donc, je me levais à 3, 4 heures du mat des fois, avant d'aller en cours. Cool. On faisait du drop ensemble. Donc, du coup, il me coachait pendant 1 heure. Il me disait, il y a ça qui va pas, etc. et tout. Et c'est vrai qu'au bout de 2 semaines, j'avais largement rentabilisé mes 1000 balles. T'avais commencé, ouais. Donc, t'as pris on va dire, comme un mentor. On en parlait en plus dans le dernier podcast, en mode un petit mentor pendant 10 séances. Donc, il t'a coaché. Est-ce que toi, tu as eu ce facteur confiance-là? Est-ce que, là, on parlera aussi d'autres business. Est-ce que toi, tu continues à te faire coacher de manière générale ou c'est un truc, c'était un besoin ponctuel et tu estimes que toi, en tant que personne, est-ce que, je sais pas, tu vois, il y en a qui vont chez le psy, il y en a qui ont des coachs de vie, des coachs business. Est-ce que toi, c'est un truc, quand même, tu continues à faire ça parce que tu sais que tu as eu le ROI, tu disais, en 2 semaines. Peut-être il y a eu des coachs, c'est plutôt immédiat ou même 3 mois après. Est-ce que tu es toujours dans cette démarche-là de te faire de step up, tu vois? Ouais, ça, c'est ce que j'allais te dire. Je suis peut-être pas dans une démarche avec un coach qui me suit, tu vois, au quotidien. Par contre, je suis quand même toujours dans cette démarche-là de step up. Ça, c'est ultra important. Et d'ailleurs, on a une blague, avec Didier où on dit, bah voilà, si jamais tu crois pas, dans du verbe croître, du coup, bah en fait, c'est que t'es en train de chuter, tu vois. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, tu stagnes, mais en fait, stagner, ça n'existe pas à cause de l'inflation. Ouais. Pas mal, parce ok. que le temps avance, tu vois, et du coup, on en rigole parce qu'on se dit… Si tu stagnes, tu perds. Si tu stagnes, en fait, tu perds automatiquement. Et en fait, ça, c'est un truc où on se le dit en rigolant tout le temps. Mais en vérité, tu vois, pour nous, c'est un bon rappel pour se dire, reste pas où tu es là aujourd'hui. Ouais. Parce qu'en vérité, tu as l'impression de stagner, mais en vérité, tu stagnes pas, tu vois. Donc, tu cherches tout le temps à te mettre un pied dans la zone de inconfort, toujours pour essayer de grandir, ça? Toujours un pied dans la zone d'inconfort. J'apprends toujours des autres. Je passe mon temps à échanger avec du monde. J'ai un groupe d'amis entrepreneurs proches et même pas forcément entrepreneurs, mais en tout cas, j'ai un groupe d'amis proches de confiance avec qui je sais
avec qui je sais de quoi parler, à quel moment, etc., qui sont de bons conseils. Ok. Donc eux m'aident beaucoup là-dessus. Moi, je les aide aussi, je pense, sur d'autres points. Je lis des livres tout le temps, ça c'est important. Je me forme tout le temps. Ça, c'est dans ma journée, j'ai forcément au moins. Ça, c'est sous-côté, hein. Ouais, il y a forcément au moins 2 heures, je me forme. Tu vas bouffer du contenu. Ouais. Et je vais bouffer du contenu, ça va être c'est toujours sur mes problématiques actuelles. Parce que après moi, ça c'est un truc personnel, c'est que j'arrive pas à me concentrer si ça me sert à rien. Ouais, c'est ça. Il faut que ça soit applicable sur le moment, sur tes problématiques actuelles. Sinon, tu vas pas, soit ça va passer à la trappe, ou tu vas pas relire tes notes, ou autre. Ok. En fait, je l'intègre pas, tu vois. Ok. Donc, c'est soit je me forme concrètement sur un truc que je peux appliquer directement, soit sinon, ça va être plus des soft skills, ça va être sur la lecture, ça va être. J'ai aussi toujours, enfin, j'ai un budget annuel en formation, tu vois. Ouais. En gros, c'est dès qu'il y a des formations qui sortent, etc. Boum. Ouais. Souvent, j'achète Ok. et je regarde. Et même si c'est des choses que je maîtrise, bah, raison de plus, tu vois. Ouais, ouais. Parce que je me dis que ça me permet de. Bah, tu vois, par exemple, typiquement, tu prends une formation e-commerce. Bah, comme j'en avais beaucoup fait, j'en avais beaucoup suivi, j'en avais beaucoup vu, bah, après, tous ceux qui sortaient sur le marché, je les achetais pour pouvoir les comparer, pour voir les bonnes pratiques des uns, les bonnes pratiques des autres, tu vois. Ouais, il y a tout le temps des petites pépites que tu sais pas, franchement, Ouais, même que ça soit dans le truc, dans les contenus payants ou gratuits, il y a tout le temps des trucs à apprendre et on sait pas tout, tu vois. Didier il m'a sorti deux, trois trucs hier, je savais pas. Mais donc là, t'as fait tes petites premières billes en drop. Est-ce que t'es parti direct après sur du service? Est-ce qu'il y a eu la vague NFT? C'est vrai qu'on n'a pas évoqué tous les trucs que tu avais déjà lancés et peut-être qu'on fera peut-être un cut pour dire un petit peu tous les business que tu as lancés. Mais comment, voilà, le drop, ça a duré de combien de temps à combien de temps? Parce qu'après, tu as eu aussi une expérience, salariat, tu l'as fait un petit peu aussi avec une grosse entité là. Ouais, du coup, ouais, j'ai eu l'alternance pendant 1 an. En parallèle de cette année-là, j'ai fait le dropshipping, Ouais. du coup. Suite à ça, donc, arrivé septembre, à la fin de mon alternance, je m'étais dit, si j'arrive à un certain chiffre d'affaires, je signe pas, Ouais. quoi qu'il arrive, et je me lance. Ok. Et j'en avais peur, tu vois, parce que dans ma famille, personne s'était lancé. Donc, je l'ai atteint. Du coup, je l'ai atteint en août même, pour septembre, tu vois. Ok. Donc, je leur ai dit, écoutez, en septembre, je pars vers de nouveaux horizons. Et ils ont tous kiffé et tout. Ils m'ont souhaité plein de bonheur, etc. Donc, c'était cool. Après septembre, j'étais libre, tu vois, j'avais tout fini. Donc, j'ai continué le dropshipping. J'ai continué peut-être pendant 2 mois. Ensuite, suite à ça, j'avais un ami qui m'avait dit, ouais, je faisais des bons chiffres, franchement, en dropshipping. Et qui m'a dit, écoute, t'es chaud ou pas en monture de marque? Moi, je kiffe les bijoux, machin et tout. J'ai plein de connaissances là-dedans. Et du coup, je dis, bah ouais, pourquoi pas. Et en fait, il a commencé à me montrer un peu je sais pas si on peut appeler ça un business model, mais en tout cas, il m'a montré un peu ce qu'il avait, les produits, ce qu'il avait commencé à bâtir, etc. et tout. Et du coup, je dis, bah vas-y, Banco, si tu veux, je vais faire un site Shopify. On a commencé à aller faire des shootings, on partait avec nos bagues, on partait un peu partout dans les lieux un peu trendy sur Paname, on prenait des photos et tout. Yes. Et en fait, on a commencé à vouloir monter une marque de bijoux pour hommes. Donc, ça a duré peut-être 2-3 mois, tu vois. Et en fait, suite à ça, j'ai eu une opportunité de rentrer chez Google, à la base en tant que commercial. Donc, ils cherchaient quelqu'un. En fait, si tu veux, comme j'étais en freelance, forcément, dès qu'il y avait quelqu'un qui entendait que quelqu'un cherchait un freelance, en fait, on m'appelait. Du coup, ma cousine qui m'appelle, ouais, j'ai un ami, là, ils sont en galère, ils cherchent quelqu'un pour vendre des téléphones Google à Lille. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu es chaud? D'accord, mais Google qui vend des téléphones? Ouais, ils vendent des téléphones. Ok. Donc en gros, tu ferais commercial pour Google? J'étais commercial pour Google, donc j'étais à Lille et en fait, je vendais des téléphones, mec. Ok, donc mais c'était quoi? C'était un comptoir? C'était à la Fnac? Non, c'était on allait avec notre petit chariot. On était dans les rues de Lille. Ah ouais, à l'ancienne. En fait, je faisais des démos, de téléphone. Ok. Et après derrière, je les renvoyais vers les magasins pour aller acheter, tu vois. Ok, donc tu montrais un peu tout ce que pouvait faire un téléphone Google, que je sais même pas qu'il y avait des téléphones Google, mais tout ce que Google pouvait offrir sur un téléphone. Ouais. Et tu leur disais, tu peux l'acheter là, quoi. Je faisais des démos en live et tout. Ok. J'essayais de rameuter du monde, etc. et tout ça. Puis j'étais payé fixe plus commission, tu vois. Du coup, forcément, t'es là et en plus on traque les ventes, etc. Mais tu trouvais pas que le dropshipping, justement, tu pouvais rapporter un peu plus, même si tu t'avais pas peut-être Google sur le CV, et tu t'orientais un peu plus en mode, t'es chez toi, t'es pas dans le froid à Lille en train de montrer. En vrai, si. Après, je t'avoue que le dropshipping, moi, je l'avais fait à l'époque. Je l'avais pris vraiment comme une école. Donc, c'était vraiment pour apprendre le marketing digital. C'était vraiment pour,
comment dire, c'était vraiment pour mettre en pratique tout ce que j'ai appris et pour tester beaucoup de choses. J'ai testé vraiment beaucoup de produits. Des fois, on en testait 2, 3, 4 par jour, tu vois. Ok. Donc, pour le coup, on testait, puis on testait beaucoup d'offres. Enfin, en vrai, c'était grave cool, tu vois. Ok. Et en fait, si tu veux, suite à ça, on a commencé à lancer la marque. Forcément, quand c'est en mode marque, tu gagnes moins. T'as pas l'achat compulsif, t'as pas les trucs de scale, etc. et tout. Ouais. Et donc, on gagnait moins. Donc, moi, niveau financièrement, je m'y retrouvais. Et c'est surtout aussi, j'ai l'accepté pour la reconnaissance, tu vois, de me dire, même si c'est un truc vendeur Google, au pire, je le dirais pas, tu vois. Ouais. Donc, en fait, j'ai commencé comme ça Google. Et en fait, ça a été un très bon pari parce que ce qui s'est passé derrière, c'est que donc j'ai fait cette expérience-là en tant que vendeur de téléphone, tu vois. J'ai eu des bons chiffres. Donc, ils m'ont appelé, machin, ils m'ont félicité et tout. Puis à côté, ils ont commencé à s'intéresser à moi. Qu'est-ce que tu fais, etc. Je leur ai parlé que je faisais de l'e-commerce. Je leur ai parlé de mon parcours et tout. Et en fait, après, ils m'ont proposé de rejoindre un autre programme de Google et de devenir formateur chez Google en marketing digital. Trop stylé, ça, déjà. Hein. Et en fait, c'est là que du coup, trampoline. c'est là qu'en fait tout s'est débloqué. Parce que d'ailleurs, je devais rentrer par faire des cas pratiques, etc. Enfin, c'était un process assez complexe, je crois. Et en fait, de par l'expérience d'avant où j'avais déjà en fait un pied dedans, j'ai quand même eu j'ai eu un cas pratique à faire, là où les autres en ont 2 ou 3, tu vois. Ok. J'en ai eu un à faire. J'avais déjà le facteur sympathique qui était là. Ils voyaient déjà que j'étais un bosseur. Ils voyaient déjà que j'étais carré. Ils ont déjà vu, enfin, ils me connaissaient en fait. Bien sûr, ouais. Donc du coup, forcément, ça m'a aidé, tu vois. Et donc en fait, je suis rentré chez Google. Je me suis fait former par de très très bonnes personnes en marketing digital, même en data analytics, etc. Ouais. Et tout. Donc non, c'était vraiment très très cool. Donc là déjà, mes compétences ou dropshipping à l'époque, c'était que Facebook Ads. Ouais. Je connaissais pas Google. Il n'y avait pas de GTM, tu faisais pas de plan de tagage et tout, quoi. Je faisais pas de plan de tagage. J'utilisais même pas Analytics, tu vois. J'utilisais le truc de Shopify. Classique. Donc moi, c'est vrai que quand je suis arrivé, que j'ai fait mon cas pratique, parce que c'est un cas pratique en live devant 3 personnes et tout, et c'était un cas vraiment marketing, savoir si tu es capable d'accompagner des boîtes, etc. Et en fait, j'ai été tellement honnête avec eux, et il y avait tellement de facteurs sympathiques qui étaient là, que je me souviendrai toujours pendant le cas pratique, parce que tu sais pas à l'avance ce que c'est, tu vois. Moi, je m'étais un peu préparé tout, j'avais lu 2-3 trucs sur Google, sauf que moi, je suis quelqu'un qui stresse beaucoup. Et je sais pas faire l'imposteur. Du coup, quand je sais pas, en fait, même si j'ai révisé 1 heure avant, ou 2 heures avant, ou même 3 jours avant, si je l'ai pas intégré, validé, tu vois et tout, je perds mes moyens. Okay. Et en fait, je suis arrivé devant eux, ils m'ont dit voilà, j'ai tout cas pratique. Et là, je perds mes moyens, mec. Et là, je leur dis écoutez, je vais être très honnête avec vous, j'ai jamais fait de Google Ads. Ah ouais. Je peux pas faire votre cas pratique sur Google Ads. Par contre, je peux le faire sur Facebook Ads. Ça, c'est carré. Et je leur ai dit j'imagine que c'est un peu la même logique. Ad account, enfin tu vois, t'as ton ad account, t'as des adsets et après t'as tes ads, tu vois. Ouais. Et du coup, genre, j'imagine que c'est un peu pareil avec des mots-clés de ce que j'ai vu, etc. J'en ai jamais fait, j'ai jamais eu de cas pratique là-dessus, j'ai jamais eu de clients là-dessus et j'en ai jamais fait pour moi. Par contre, voilà, je vais m'y intéresser fortement. Et là, pour le coup, ça m'a donné envie. Donc voilà, du coup, je vais vous le faire sur ça. Ils ont regardé, ils ont rigolé. Donc tu l'as fait sur Facebook à la place de faire le sur Google. Et devant les mecs de chez Google. Et les gars, ils ont pas bronché, ils ont dit vas-y go. Ils ont rigolé déjà parce que je les voyais, ils étaient morts de rire. Ils m'ont dit bah vas-y fais-le. Et en fait, je leur ai fait un truc archi carré et tout. Et ils ont kiffé. Et ça a plu. Ouais, ça a plu. Et en fait, je leur ai dit voilà. Et à chaque fois, je leur disais voilà, c'est quoi l'équivalent de ça? En fait, je les faisais participer, tu vois. Ok. Et comme ça, j'apprenais en Pour même te faire nourrir, temps. ok, pour te faire, ok. Et du coup, ils me disaient non, bah ça, on appelle ça comme ça chez Google, etc. Et tout. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai fait mon entretien. À la sortie de ça, ils m'ont dit écoute, franchement, carré et tout. Mais ça, c'était donc là, ce programme-là, ça te permet en fait de faire des présentations. C'était pourquoi exactement c'était ce programme-là, ça te permettait de faire quoi? C'était de présenter le programme Google ou de présenter les produits Google à d'autres agences. C'était pour faire quoi exactement? Là, c'était différent. C'est qu'en fait, Google a un programme dans lequel en fait il accompagne, en fait il aide, si tu veux, les Français à mieux gérer, on va dire, le digital. Ok. Donc en fait, tu as les outils Google, mais t'as pas que ça. Tu as l'importance d'un site web. En fait, il y a tout, tu vois. La sécurité en ligne. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Okay. La data, l'analyse de données, la publicité. Ouais. Tu vois, il y a vraiment plein de choses. Et ça va des niveaux très débutants, un peu plus poussés, tu vois. Et donc moi, en fait, mon rôle, c'était de partir, il m'envoyait un peu partout, toute la France, dans les chambres de commerce, les incubateurs, C'était des présentations orales, donc tu étais on stage, ouais. Et tu présentais en fonction de la thématique une presse qui était axée produit Google,
Pas forcément accès produit Google, par contre. Ok, Hein. Ça, marketing digital de manière générale. Ouais. Ok. Donc, ça veut dire que je pouvais très bien parler de Facebook comme d'autres choses, tu vois. Ok. Après, il n'y avait pas de presse sur Facebook pur et dur, mais c'était une presse, tu vois, sur acquisition, on va dire. Enfin, voilà, t'expliques un peu les différents touchpoints, comment ça se passe, etc. D'accord. Tu vois. Et en gros, moi, c'était ça. Je bougeais un peu partout en France, dans ma chambre de commerce, etc. Je faisais des presses devant que des chefs d'entreprise. Stylé, ça. Donc, en fait, ils rassemblaient plein de chefs d'entreprise. Et du coup, c'était cool parce que j'étais on stage, comme tu dis, j'étais l'autorité. Ça doit te mettre quand même un coup de pression à chaque fois, les premières fois quand tu es on stage. Après, tu connais le sujet. Ouais. Mais forcément, parler en public, dans la rue, où tu présentes un téléphone à un pélo, VS, se retrouver à, tu me disais, 400, 500 personnes dans un petit théâtre. Enfin, c'est où tu as les caméras sur toi. Ouais, c'était un peu. En fait, moi, enfin, à l'oral, j'étais pas. Faut pas perdre ses moyens pour le coup. Ouais, faut pas perdre ses moyens. Mais ça, honnêtement, en fait, c'est au début, tu as toujours un gros stress. Et en vrai, je pense que tout le monde l'a. Ouais. Et après, une fois que c'est parti, après, c'est. Tu déroules. Bon, en fait, tu déroules, tu vois pas le temps passer, tu kiffes. Okay. Et en fait, souvent, c'est du bon moment. Et plus t'as de monde, plus c'est un bon moment parce que tu vas vite repérer qui sont tes alliés dans l'audience. Les petits smileys, ok. Et puis même, les gens, ils sont là en tant qu'apprenants. Ça, c'est un ami qui m'avait dit ça parce que ça me stressait beaucoup. Je lui ai dit, écoute, mec, là, je stresse et tout de ouf. Il m'avait dit, mec, pense à une chose. Et lui, il donnait des cours aussi en études supérieures. Il m'avait dit, dis-toi que c'est toi l'autorité. Ouais. Tu donnes de la valeur, ouais. Et en fait, c'est vrai, en fait, c'est que ça, tu es sur la scène, ils sont tous là à te regarder toi, ils sont là à prendre des notes, à apprendre, etc. Ils vont te poser des questions. Et en fait, ce qui était cool, c'était qu'au final, moi, mes présentations, je les ai jamais apprises. Donc, elles étaient déjà prêtes, etc. Et en fait, on déroulait ensemble. Et en fait, moi, plutôt que de réciter un cours, je donnais des exemples concrets de ce que j'avais fait, de tests, de comment faire. Des sites de drop. Ouais, tu vois. Non, mais en vrai, c'était des super bons cas pratiques. Et puis même des fois, par exemple, il y en avait, parce que c'était que des chefs d'entreprise. Et quand j'avais pas trop d'exemples, je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un exemple? Là, j'en ai pas en tête. Okay. Et t'en avais forcément un. Ouais, moi, justement, machin. Et puis après, on rebondissait dessus, tu vois. Ça, c'est lourd, ça. T'engager un peu l'audience devant toi pour nourrir et pour engager les gens, pour pas que ça dorme, parce que c'est sûr que entendre un gars parler de marketing digital, on peut vite plonger du nez. Bah ouais. Et tu me disais aussi, à la fin de ces trucs-là, tu t'oubliais pas de t'envoyer ta petite carte. Alors ça, faut pas trop le dire. J'espère qu'ils vont pas voir la vidéo. non, mais en vérité, voilà, on n'avait pas le droit de le faire. Ouais. Bon, maintenant, je suis plus là-bas, donc je peux le dire. Mais ouais, en gros, si tu veux, suite à ça, forcément, tu as la petite diapo que tu rajoutes à la fin avec un QR code qui envoie vers ton LinkedIn. Classique. Ou alors, j'avais fait des petites cartes, tu vois, que je donnais discretos à ceux vraiment qui sont intéressés, qui avaient vraiment besoin de plus de valeur. Des fois, ça devenait des clients. Des fois, c'était juste, voilà, ils avaient un truc qu'ils n'avaient pas compris. Je prenais 5-10 minutes, on se rappelait. Trop cool. Et en vrai, tu vois, moi, ça me coûtait rien, on va dire. Et si ce n'est un peu de temps. Et eux, ça leur apportait beaucoup. Donc, en vérité, je pense que sur le long terme, le fait de donner de la valeur, ça revient. Karma positif, hein. Ouais. Donner avant de recevoir, hein. Classique. Mais donc tu étais là, enfin, tu avais tes sites de drop où tu avais déjà peut-être un peu arrêté, mais là, tu savais que tu allais partir un peu en service quand tu voyais un peu ces trucs-là. Je savais pas du tout, mec. Ouais. Mais tu avais déjà des petits clients sur le côté. Ouais, alors en fait, j'avais déjà un petit client. Donc, j'avais fini le drop. On avait commencé à monter la marque de bague. Ouais. La marque de bague, on était en train de l'arrêter. J'avais un ami qui voulait lancer un SaaS sur un truc particulier. Bon, moi, je faisais un peu le site internet, WordPress, etc. et tout. Et au final, quand je suis rentré chez Google, en fait, le jour même où j'ai été pris chez Google, on va dire qu'on m'a dit que j'allais passer les entretiens pour devenir formateur chez eux. J'ai Didier, encore une fois, qui avait déjà vendu mon profil à tout le monde. Tu vois. Et là, il y avait un gars qui habitait pas loin de ma ville qui m'appelle, qui me dit « Ouais, t'es chez Google, toi ?» Alors que c'est un numéro, je sais pas qui c'est, je décroche. Ouais. Il me dit « Ouais, Didier m'a dit que t'étais chez Google et tout. Ouais, j'ai une entreprise de déménagement. Est-ce que t'es chaud de gérer mes Google Ads? On n'a plus le mec. » D'accord. Et là, je me suis dit « Sacré Didier. » Et là, je lui dis direct « Ouais, pas de souci et tout. » Et en fait, du coup, quand je suis rentré chez Google, je venais de finir mes entretiens. J'avais fait la promesse, entre guillemets, que j'allais vraiment me former à Google. Je me dit en vrai, tout est aligné, tu vois. Je vais avoir mon premier client en Google Ads. Et en fait, ce que j'ai fait pour ça, c'est que j'ai pris je l'avais signé, je me souviens, à 700 € par mois, ce qui est pas dégueu, tu vois. Ouais. Et j'ai trouvé une nana sur Malte, super malteur, machin et tout, expert Google Ads, expert tracking, expert Google Shopping, expert tout. Okay. Et je l'ai payé du coup la journée, 700 €. Elle est venue chez moi de 8h à 18h. Je l'ai essorée dans tous les sens. On a fait toute la stratégie pour le mec et tout. Oui. Elle m'a expliqué toutes les bonnes pratiques, tous les trucs. Et en fait, sorti de ça, t'étais formé. À la fin, j'étais formé, tu vois. Ouais, il faut pas être un génie non plus pour
Facebook Ads et Google Ads, on en fait tout un tas. C'est fait pour que tout le monde quand même lance sa publicité. C'est pas non plus, on n'est pas sur des dashboards compliqués. Même si Google Ads, je pense, ça nécessite quand même de comprendre quand même un peu plus de choses que Facebook Ads, même si Facebook Ads, ça reste beaucoup plus de la créative plutôt que la technique. Là, on se rapproche un peu, ça simplifie, on va dire, avec les algorithmes qui tournent. Il y a plus grand chose à savoir, on va dire, techniquement parlant. Donc là, tu avais chopé ton premier client, tu distribuais discrètement tes petites cartes et tout, et tu avais des petits clients. Est-ce que là, c'était de l'aventure agence qui commençait déjà avec ton futur associé, ou tu as continué un petit peu, parce que Guillaume aussi faisait la même chose chez Google. C'est comme ça que tu l'as connu aussi? Ouais. Ok. On est arrivés ensemble chez Google, on s'est retrouvés assis tous les deux face à face. On attendait tous les équipes Google étaient en retard. Et moi, j'étais persuadé que lui faisait partie de Google, lui était persuadé que moi, je faisais partie de Google. Donc, on était là, on se regardait, on se parlait pas. Ah ouais. Et à un moment donné, on commençait à discuter et tout. Et en fait, on est devenus super potes. Après, on s'est plus lâchés. Ils nous ont envoyé aux missions ensemble, on a fait plein de choses ensemble. Et ouais, du coup, bah, en fait, comme ils nous envoyaient, chacun signait un peu ses clients à droite, à gauche. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit… Ça, c'était légal. Enfin, c'était légal. C'était tout vis-à-vis de Google. Tu pouvais faire tes prêts et eux aussi choper 2-3 clients quand ça passait. Bah, encore une fois, ils te poussaient pas à le faire et en gros, fallait pas qu'ils te prennent en train de donner ta carte. Ils fermaient les yeux, quoi. Mais en vérité, ils savent très bien que tu es là-bas, tu as des compétences, tu as des gens en face qui sont un peu démunis, on va dire. Ouais. Bah, pour eux, tu es… Du pain béni, ouais. Du pain béni, ouais. Ah, donc, ouais. Et puis même en vrai, parce que eux, ce qu'ils veulent pas surtout, c'est que tu vois derrière que ça se passe mal, qu'après ça leur retombe dessus. Donc tant que tu fais les choses propres et en mode tu prends à part, voilà. Là, c'est vraiment pas Google qui vous parle, mais voilà, moi, si vous voulez, on peut parler, on en parle à un autre moment, tu vois. Tu me disais que Google, ils évitaient, on va dire, les bavures, justement, en prenant des personnes externes, au cas où ça coince un petit moment, bah, en fait, c'est plutôt ta légitimité ou ton image qui va plutôt prendre plutôt que celle de Google. Ouais, oui, sans doute. Après, ça, c'est des… Bon, après, voilà, je veux pas trop m'avancer là-dessus, tu vois, et tout, mais voilà, nous, en tout cas, c'était plus pour répondre à la question quand on me demande, mais t'étais interne chez Google, est-ce que machin? Non, j'étais pas interne, c'était une autre boîte qui nous embauchait. Ouais. Et après, par contre, on était consultant, mais uniquement pour Google. Ok. Donc, il n'y avait pas de… Donc là, tu commences à connaître l'animal Guillaume, et donc ça fit bien. Ça fit super bien. Lui, en plus, à ce moment-là, il était en agence. Ok. Il était en agence et en alternance. Moi, je venais juste de finir avant. Et en fait, moi, je me retrouve chez Google, le seul expert, on va dire, j'étais vraiment expert Facebook Ads, là où tous les autres étaient très bons en Google Analytics, Google Ads, etc. Et Guillaume aussi. Et en fait, on s'est dit, vas-y, t'es chaud, tu me formes à Google pour que je sois vraiment chaud. Parce que bon, il y avait la fille, tu vois, qui m'avait formé, mais j'avais eu des bases, mais il y avait des petites techniques, des petits trucs à savoir en plus. Encore un petit gap, ouais. Ouais. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'on s'est lié vraiment d'amitié avec un autre aussi, Olivier. Olivier nous a beaucoup formés, parce que lui, il était formateur du coup chez Google, formateur des formateurs chez Google. Ok, donc du carré. Ouais, donc c'est lui qui nous a formés. Et donc Olivier, Guillaume et moi, on s'est vus pas mal, on s'est fait des sessions de boulot, on nous a beaucoup aidés, etc. Moi, en échange, j'ai pu donner aussi mes petits bonnes pratiques, enfin mes choses Facebook Ads. Et après, avec Guillaume, on a décidé de s'associer. On a repris le dropshipping ensemble. Ok, au début, ouais. On a repris le dropshipping ensemble. On a dû faire ça pendant 3 mois peut-être. Ok. Et en fait, on a monté l'agence naturellement. En fait, on a rassemblé nos clients pour pouvoir les gérer ensemble, plus faire de l'e-commerce à côté. Ok. Et en fait, on a fait de l'e-com pendant 3 mois. Et après, on s'est dit en vrai, viens, on se focus sur l'agence. Ouais, cash flow positif. Comment elle s'appelle l'agence déjà? Wanted. Ok. Donc là, donc toi, tu t'en occupes un petit peu aussi. Guillaume aussi en parallèle. Avant, vous étiez beaucoup plus focus dessus. Là, elle est un peu mis de côté si… Ouais. En fait, là, en 2023, du coup, avec tous les projets qu'il y a, etc. Et aussi les envies aussi de chacun. Parce que moi, c'est vrai que l'agence, au final, le service, c'est très cool. Mais voilà, à un moment donné, tu vois, j'ai envie de passer à autre chose aussi. Combien de temps tu as fait de service? On a fait pendant… 2 ans? Non, je pense pendant 3-4 ans quand même. Ah oui. 3 ans, ouais. Ouais, donc t'en as vu des clients. Ouais, on en a vu pas mal des clients. On a fait du petit client, puis après on a commencé à monter. On a commencé à monter aussi le chiffre d'affaires de l'agence. Ouais. Et on a commencé aussi à déléguer à des freelances. Et ça, c'est quelque chose aussi qui, moi, me plaisait pas, tu vois. Parce que tu vois que le travail était un peu moins bien fait, enfin de donner un contrat à un freelance et de prendre un cut là-dessus.
t'avais pas le gage de qualité ou ta petite marque de fabrique? Ouais, t'avais pas le gage de qualité, il y avait pas la marque de fabrique, il y avait l'aspect humain à gérer en plus. Donc forcément, bah, si le mec il répond pas ou il est pas bon dessus, t'as ben, ta c'est charge un peu mentale en chiant. plus, ouais. Au final, on s'est rendu compte aussi que bah, la gestion de projet, on voulait la garder nous, donc faut quand même que pour la garder, il faut quand même que tu saches tout ce qui se fait. Au final, ça faisait pas gagner tant que ça, plus de temps pour au final gagner beaucoup moins, tu vois. Ok. Donc en vrai, je suis rentré dans un truc où on se disait l'agence, ça va être difficile de la scaler. À quel moment où pardon de revenir sur ce point-là, mais à quel moment t'as commencé à vouloir à déléguer ça? Donc vous étiez deux, par exemple, juste pour donner un ordre d'idée, à combien de clients vous récupérez par exemple à deux et à quel moment où ça devient compliqué à gérer? C'est quand t'as les leads qui rentrent comme ça? Bah, on gérait à ce moment-là, on gérait enfin, bah, après, tu sais, t'as des rentrées, des sorties régulières, tu Ouais. vois, mais en gros, on avait peut-être une douzaine de clients, Ok. tu vois, À deux? à deux, et ça représentait à peu près 24 CA, tu vois. Ok. 24 CA. Et généralement, sur un client, tu le gardes combien de temps? 6 mois, un an. 6 mois? 6 mois, un an, sauf des fois pour certains typologies de clients qu'on a testé aussi, tu vois, type des trucs genre isolation à 1 euro, ce genre de choses-là, où D'accord. c'était du lead et tout, où au début on voulait pas trop le faire, au final on a accepté, on l'a testé. Ça, c'est des clients qui, moi j'appelle ça des clients magouilles, on va dire. Ouais. C'est des mecs qui font des choses un peu border. Je le conseille pas parce que de toute façon sur le long terme, c'est pas bon. Ouais, c'est des gars qui te font miroiter des belles choses et en vérité il y a jamais rien. Sur le long terme, tu les gardes pas longtemps. T'es mis sous pression, tu prends des risques aussi au niveau des blocages Facebook. Ouais. En vrai, t'as rien à y gagner, tu vois. Ok. Non, j'avais une question par rapport sur les conflits d'intérêts. Tu disais que tu restais donc avec un client généralement 6 mois. Et tu me l'avais dit aussi en off, c'est qu'au bout d'un moment, sur les agences, de temps en temps, tu peux arriver à des conflits d'intérêts ou du style, t'as scalé, on va dire, le compte du client et après, il s'y retrouve plus vraiment, les premières conditions ne sont pas vraiment en corrélation avec la vision, où il y a des incohérences au niveau de la vision. Est-ce que tu peux en dire un peu plus parce que tu dois avoir certains exemples là-dessus? Bah, tu vois, typiquement, par exemple, on avait accompagné des clients où, tu vois, c'était quand même C'était Covid, c'était quoi? C'était 2020? Ouais, 2020, ouais. Ouais, donc Premier. c'était début 2020, par exemple. On avait signé des clients, tu vois, début 2020. Quand ils ont vu le Covid arriver, ils ont dit on va mourir, tu vois. Et c'est là, par exemple, qu'ils se sont dit il faut absolument qu'on passe par une agence Ouais. digitale et enfin, baroud d'honneur, tu vois. Et pour le coup, on a eu un client en fruits et légumes. C'était fruits et légumes, le mec, il faisait entre 20 et 34 CA à l'année, tu vois. En physique? En physique. Ok. Et bah, c'était en physique, mais lui, en fait, il vendait des paniers repas, des paniers de fruits. D'accord. Donc en fait, pour le Covid, ça pouvait être du pain béni, tu vois. Bien En sûr. mode, je te livre et c'est C'est bénéf. safe. Ouais. Ouais, ça marche bien. Et du coup, bah lui, pareil, on l'a récupéré en mars, je crois, ou en février, tu vois, du Covid. Donc c'était vraiment le début, tu vois. Ouais. Et typiquement, ça c'était le genre de client, tu vois, où ben lui, on a eu une croissance, mais vraiment un truc Phénoménal. phénoménal. Et c'était Ouais. parce qu'il y avait le Covid qui a joué, le fait que il n'avait jamais vraiment activé ce levier-là de la pub. Donc pour lui, ben, tu arrives à faire 20-30 000 sans faire de pub, entre guillemets, ou en faisant des pubs avec les pieds, tu vois, Ouais. à un truc vraiment carré, bien fait, bien Structuré, géré, ouais. structuré, où nous, on l'avait beaucoup embêté pour mettre un max de budget. Et ce mec-là, tu vois, l'as monté à combien? premier mois, on a fait 80K. Ah ouais, t'as fait x4 sur son bise. Il faisait 30K à l'année, on a Ouais. fait 84 Ah, au mois, au le mois? premier mois. Ouah, débordé. 80, et ben en Et fait, comment il faisait avec les il fruits nous a là? appelé, il nous a dit, ouais les gars, baissez les pubs. Coupé. Il a dit, s'il vous plaît les gars. Et je me souviens, j'étais avec Guillaume, on était mort de rire, et on lui a dit, non mec, on lui a dit, Va cueillir les fruits. on lui a dit, là, c'est la chance de ta vie. Va taffer. On lui a dit, là, c'est le moment. Et là, il a dit, ouais, c'est vrai. Et en fait, après, il s'est structuré. Il va charbonner. Il a charbonné lui-même, il a livré les fruits et tout. Et en fait, c'est une coopérative, si tu veux. Donc, il recevait des fruits de pas mal de ses potes, ouais. etc. Après, lui, il faisait des paniers, il les revendait. Et en fait, on a fait 80K le premier mois, 100K le deuxième. Bref, non, on a fait des chiffres de porc. Ah, mais ça, c'était Covid, c'était mars-avril, c'est ça, 2020? C'était. Est-ce qu'après, ça a plongé, j'imagine? Mars, avril, mai. Ouais. Ben, non, à la fin, on a fait du février, du coup, au février d'après. Février d'après, on a fait un point avec lui. On lui a fait 1,2 million. Ah ouais. 1,2 million? Oui. Il faisait 20K l'année avant? Oui. Ouch. Ça, c'est de la. Et à Noël, il nous a invités et tout pour le repas de Noël. Trop sympa. Et Guillaume a été au repas de Noël et tout. Ok. Et du coup, il avait bien tous ses employés, c'était cool. Ah ouais. Et il avait remercié du coup Guillaume, etc. et tout. C'est vrai, on s'en rend pas compte. De temps en temps, on fait joujou avec des chiffres derrière un dashboard. Ça a changé une vie. L'opérationnel,
quand tu le vois, que ce soit dans un centre logistique ou à l'ESAT ou c'était un truc de ouf. Moi, c'était, tu vois, genre, c'était la première fois, le mec qui l'a raconté, il avait la larme à l'œil. J'étais pas là, Guillaume me l'a raconté, tu vois. Et il disait que, bah voilà, ça lui faisait plaisir d'être là à Noël. Il a pu faire des petits cadeaux. Il avait payé les pizzas pour tout le monde. Il avait embauché. Il avait payé des pizzas. C'était la première fois qu'il pouvait offrir un truc à ses salariés. Alors qu'avant, ils étaient tous à moitié bénévoles, tu vois. Lui-même, c'était la première fois qu'il se payait. Et il y avait sa grand-mère aussi au mec qui était là, tu vois, et qui avait remercié Guillaume et qui avait dit merci et tout. En fait, et que ce sentiment-là en mode t'es le héros, tu vois, c'était un truc. Quand Guillaume m'a rapporté ça, je me suis dit, putain, j'aurais été là-bas, j'aurais lâché une larme, tu vois. Bah ouais. Mais à la fois, donc c'était ma question première, mais c'est trop cool d'avoir ces petites anecdotes. Est-ce que justement, vu qu'il a grossi tellement vite, est-ce que peut-être l'argent lui a monté un peu la tête ou il y a eu un problème de vision au bout d'un moment parce qu'à 20K, tu réfléchis pas comme si tu faisais 1,2 million. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand tu arrives dans ces trucs-là, c'est que tu scales. Soit tu scales et tu suis pas et c'est trop compliqué. Donc, soit tu scales et après, derrière, il faut que tu arrives à structurer ta boîte pour pouvoir engranger autant de chiffre d'affaires. Ouais. Lui, sa chance, c'était qu'il passait par plein d'intermédiaires et du coup, qu'il ait une vente ou qu'il en ait 20, on va dire, c'est à peu près la même chose. D'accord. Là, il a juste dû, tu vois, prendre une flotte de camions un peu plus importante pour livrer, mais encore ça allait. Il avait quelques chauffeurs en plus et ça s'arrêtait là, tu vois. Ok. Il n'y avait pas 36 000 trucs. Ok. Donc lui, ça a été dans son cas. Par contre, ouais, l'argent a un peu monté à la tête. C'est vrai, quand on a fait le bilan du premier mois, enfin de la première année, pardon, on lui a dit, bah voilà, écoute, on était trop contents, trop saucés. Ce qui s'était passé en décembre, pour nous, c'était le Saint Graal quand tu as un client en termes de reconnaissance, tu vois, en termes de confiance en soi et tout. Tu te dis, putain, le mec, je suis content de l'avoir aidé, tu vois. Et c'est vrai qu'on arrive en février, on fait notre point on était fiers, tu vois, de dire on a dépassé les 1 million de chiffre d'affaires. Et c'est pas rien, tu vois. Et alors qu'il avait jamais fait 30 000 balles, tu vois. Ouais. Et le mec, il nous regarde, il dit, ouais, j'ai remarqué que depuis novembre, on n'a plus des ROS comme avant, etc. et tout. Donc on lui explique, tu vois. Nous, entre-temps, on était passé de frais de gestion, on était à 600 € par mois, on était passé à 2000 parce qu'on avait beaucoup scalé, on avait multiplié les leviers. Enfin, on passe plus de temps. On passait plus de temps et en vrai, il gagnait tellement plus aussi que, en vrai, 2000, c'était pas exagéré. Ça restait, on était à peu près à 1000 € par levier. Enfin, Facebook, Meta a un levier, Google un autre levier. Donc tu prenais 2 cas. Donc on prenait 2 cas par mois, tu vois. C'est une agence, on le gère à 2. Enfin, c'était pas faramineux. Non, c'était vraiment, c'est les prix en fait. Sauf que comme on était plus bas avant, bah pour lui, on était en train de l'arnaquer. Et en fait, je pense qu'il y a eu un peu il arrive à ce truc-là, ouais, je vois que quand même, machin et tout, et je vois qu'il n'y a plus les résultats comme avant, je vais peut-être tester autre chose. Et donc nous, en parallèle aussi, ce qu'on fait, c'est que dans notre agence, on faisait de l'acquisition, mais pas que. On avait optimisé les landing pages, on faisait beaucoup de retours dessus. On était très chiant on ne faisait pas les créas, mais on était très chiant sur les créas. Ouais. Quand il y avait des messages qui nous plaisaient pas, on le disait, tu vois. Donc je pense qu'on a été quand même de bons conseils. Ok. Et en fait, après, il est rentré dans un truc où il avait de l'argent. Donc il disait, voilà, vous, machin et tout, vous avez monté les prix, c'est pas les prix, etc. Mais à côté de ça, il voulait refaire faire son site par une agence, un site à 30 ou 40 000 balles, voilà, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Ouais. Il a voulu passer par une agence d'UX pour optimiser ses trucs et tout, alors que je pense qu'il n'y avait pas lieu d'être non plus. Ensuite, il disait, voilà, maintenant je suis trop connu en Ile-de-France, j'ai plus besoin de faire de pub, donc en gros, j'ai plus besoin de vous. Ouais. Et on lui disait, mais non, enfin, au contraire, tu vois, continuer, ouais. Enfin, ouais, au contraire, t'es là. En plus, on avait des bons ROS, tu vois, on n'était pas sur du. Comme au début, on n'était pas sur du 30, tu vois. Ouais. Mais bon, normalement, on a eu du 30 hein, quand même. Hein. 30 Ah, mais ça, c'est pas dans le Covid, ça. Ouais, 30, c'est violent. Hein. Il recevait 30 Ouais, c'était une dinguerie. Ah ouais. C'était une machine à cash. Pour des fruits. Bah mec, t'es en Covid, mais tu sais pas si tu vas pouvoir aller faire les courses. Tu peux commander un panier de fruits, il arrive chez toi. C'était quoi le panier moyen? C'était entre 50 et 70 balles. Ah ouais, quand même. Ah oui, c'était des vrais trucs. Le gars, il avait ses fruits, quoi. Ouais, c'était entre 50 et 70 balles. Ok. Donc c'était des vrais paniers de fruits, c'était de vrais légumes, des vrais fruits, c'était un vrai truc, tu vois. Ok. Et donc c'est passé comment avec la fin avec ce client? Bah à la fin, tu vois, c'est. Tu essaies de le raisonner, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Il te sort ça, lui, il est dans un truc où de toute façon, tu es là, tu veux le garder parce que tu as trop besoin de son argent et t'es pas honnête. Et toi, en fait, la confiance, elle est brisée, tu vois. Donc, moi, de moi-même, j'avais même plus envie de travailler avec lui, tu vois. Ouais. Je dis, bah, vas-y, on a fait ce qu'on. Nous, on a fait les choses bien. On t'a fait ton histoire, ta page. Et moi, à ce moment-là, tu vois, ça m'a un peu. Ça m'a rappelé que, tu vois, l'être humain est quand même assez ingrat de base. Ouais. Et que c'est un peu. Et qu'en vrai, t'as beau te donner, parce que lui, pour le coup, c'était vraiment donné. T'as beau te donner, le mec, à la fin, ce qu'il retient, c'est
c'est la dernière chose, la dernière impression, tu vois. Ouais. Et donc là, c'était la dernière impression, c'était le dernier mois, on fait pas un ROAS comme les autres. On lui facture en plus un peu plus cher. Donc, Non, mais surtout que post-Covid, tout le monde a pris un petit retour de bâton de base. Il y a eu beaucoup de business physiques qui ont arrêté les budgets pubs, donc forcément, enfin les coûts d'acquisition ont baissé parce que oui. les CPM ou tout était beaucoup moins cher. Donc dès que tout le monde est reparti dans la rue, forcément tout le monde a repris son train-train habituel. Donc ça aussi, et surtout, moi ça me fait penser aussi qu'en 2020, quand j'ai fait une plutôt bonne année, quoi, 2020 tout le monde a bien pris en ligne. Je trouve que quand tu as pas mal d'argent qui ont été pris sur la boîte, tu commences à faire des choix un peu irrationnels, tu vois. Prendre ou tu te défocuses sur certains trucs alors que généralement on en a parlé, c'est avoir une offre, un canal et un site, et tu commences à vouloir changer deux trois trucs, prendre des SaaS qui sont inutiles, augmenter tes charges fixes, prendre 4 alternants alors que tu l'as fait solo ton aventure en 2020, oui. tu vois. Et 2021 très dur, enfin très dur, et 2022 encore plus dur, tu vois. Parce que peut-être il y a eu des choix en 2021 qui ont été répercutés un peu plus tard. Et donc, ça aussi, quand tu commences un peu à gagner de l'argent, c'est quand même prendre un peu le recul, ne pas le dépenser, être safe, et plutôt c'est quoi le gros projet où tu peux investir dessus plutôt que peaufiner la petite brique qui va pas servir à grand chose, quoi. Refaire un site alors que vous avez déjà fait 1.2, ça peut être utile, mais est-ce que ça va faire x3 ton chiffre d'affaires? Peut-être pas, tu vois. Enfin, ça peut l'être, ça peut être une piste, mais en l'occurrence, toi, c'était pas forcément la piste d'optimisation, quoi. Ouais, il n'y avait pas besoin. Très bien. Mais bon, il était entré dans un truc où il voulait. En fait, il se considérait comme un gros maintenant. Ouais. Et par fierté, il voulait passer maintenant par des grosses agences, des gros trucs, alors qu'en vérité, ça roulait bien. Tu vois. Ouais. Je sais pas ce que ça donnait après, parce qu'en général, moi, un client, c'est comme une meuf. Ouais. Une fois que c'est fini, tu vois. Écoute, elles ont plus qu'à bien se tenir, hein. Ok, David, donc après cette expérience-là en agence, donc ton agence, tu m'as dit 3-4 ans en agence. Ouais. Donc tu te retrouves, si j'avais bien retenu, à Bali avec Guillaume. Pourquoi? Pour travailler sur l'agence, ou est-ce que c'était un autre projet? Comment ça c'est l'autre projet, l'autre chapitre de ton projet, de ta vie entrepreneuriale, c'était comment t'amener les choses? Donc on a fait de l'agence pendant 3 ans à peu près, et arrivé en septembre 2021, si je dis pas de bêtises, arrivé en septembre 2021, du coup, enfin même en août 2021, ouais. On voit qu'il commence à y avoir des trucs avec les NFT, etc. Ça commence il y a quelque chose qui se passe. Et on se dit, en vrai, c'est 2021? C'était 2021, je crois. Ouais, je crois. 2021, après 2022, 2023. Ah, c'est ça, c'était 2021. Ça, ok. Donc c'était en 2021. Et en fait, il y a quelque chose qui se passe avec les NFT. Il y a les bored qui ont pété en avril, je crois, de mémoire, un truc comme ça. Mars-avril. Et du coup, on sent qu'il y a quelque chose, tu vois. Moi, mon frère est très porté crypto. Il est vraiment expert de ce sujet-là. Donc, avant 2021, enfin, il suivait déjà tout ça? Depuis 2016, je crois, ou 2017. Ok, donc le premier pic du Bitcoin. On avait investi beaucoup dedans, enfin, beaucoup ce qu'on avait, quoi. Ouais. On avait investi, on avait mis dans plein de monnaies, etc. et tout. On avait tout perdu. Et en fait, mon frère, il a dit, bah, écoute, moi, je crois quand même en cette techno et j'ai vraiment envie de pousser le truc et tout. Moi, à ce moment-là, j'ai lâché complètement. J'ai dit, je préfère faire ce que je sais faire. Ouais, et là où lui a eu cette persévérance-là, il a été bon là-dedans parce que derrière, il a continué à mettre en DCA, il a continué à s'intéresser au projet. À côté, lui, il est ingénieur informatique et développeur blockchain. Ok, donc c'était ça. Ok, donc ouais, c'était son petit biz à côté, mais toujours en activité première. Il avait un CDI, toujours en relation avec sa passion. Ouais, il était en CDI, développeur blockchain développeur blockchain et surtout en sécurité informatique. Donc, si tu veux, la blockchain, c'est un peu le top de la sécurité, tu vois. Clairement. Au niveau techno. Et donc voilà, donc lui il s'intéresse beaucoup à ça, il est vraiment à fond dedans. Et du coup, c'est vrai qu'il arrive 2021 et je commence à lui dire, ouais, il y a un truc qui se passe, etc. Je le voyais, lui, avec son pote, il faisait des petits trucs, des petits NFT, il les postait sur OpenSea, il essayait de faire des trucs et tout. Sauf que, bah voilà, il est développeur, il est ingénieur, il n'est pas marketeur. Et à un moment, on commence à discuter, je lui dis, je suis sûr qu'il y a un truc avec les NFT, il y a un truc à faire, nous on a la market, toi tu as la tech, est-ce que t'es pas chaud, on réfléchit et tout. Et même lui, au début, il me dit non, c'est pas trop possible. Du coup, pour moi, je laisse tomber, tu vois.
Il revient vers moi, il me dit ouais, il y a eu ça qui s'est fait, il y a ça, machin et tout. Voilà, tu voyais d'autres projets qui pétaient aussi en parallèle ou pas? Ouais, Il y avait des projets à Dubaï qui commençaient, ils sont partis tôt, les projets. Alors nous, on y réfléchissait avant même qu'il y ait les projets de Dubaï. Ok. En tout cas, qu'on en entende parler. Peut-être que ça existait, mais en tout cas, je savais pas. D'accord. Et en fait, il revient vers moi, il me dit oui, en ce moment, il y a ça, ça, ça. Il y avait une nana qui vendait en gros, elle faisait des dessins, si tu veux, de filles connues. Et après, elle les vendait les uns après les autres. Et son plan market était ouf. Et en fait, ses dessins, ils partaient à plusieurs éthers, tu vois. Ok. Et elle était constamment sold out. Et c'est là qu'il commence à me dire, ouais, il y a un truc, etc. On peut les utiliser. Là, il y a eu les Bored Happy, Bored Happy Yacht Club. Ouais. Et il me dit, voilà, ça c'est un projet comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est que du market. Il m'avait dit, à mon avis, on peut faire un vrai truc. Et donc, ça commence à, tu sais, le temps cogiter, la graine monte. Ça cogite. J'en parle un peu à Guillaume. Je dis, ouais, je crois qu'il y a un truc et tout. On en discute. On commence à se pencher sur le truc. On regarde et tout. Et en septembre, on tape dans la main. On a préparé tout l'été. On a viré un max de clients. On a essayé de partir en bon terme avec un maximum de clients possible, tu vois, de l'agence. Bien sûr. Et en septembre, on a dit, vas-y, banco, on se met full all-in là-dessus. All-in NFT. Après, donc, tu avais quand même du cash de l'agence. J'avais du cash de l'agence. Ok. Donc, on avait l'argent sur la boîte. Et en fait, ce qu'on a dit, bah, vas-y, tu sais quoi, on va lancer un projet NFT. Okay. Du coup, on s'était fixé 1 mois. On a mis 1 mois et 2 semaines, je crois. Donc, on avait commencé le 1er septembre. Donc, il y avait une roadmap sur 1 mois et 2 semaines sur toutes les étapes qu'il fallait faire. Toutes les étapes. Donc, site internet, smart contract, le design des cartes, tout le produit. D'accord. Nous, c'était un vrai produit. C'était pas un projet scam. Donc, il y avait vraiment, il y avait un wallet communautaire. On avait fait les pourcentages selon les types de ventes, etc. et tout. D'autant plus avec ton frère qui est hyper dans la communauté. Enfin, j'imagine c'est lui qui devait un peu guider sur les trucs qu'il fallait faire parce que à fond là-dessus. Il était à fond dessus. Il recevait beaucoup de airdrop. Il faisait énormément d'analyses déjà fondamentales de projet. Donc vraiment pour le coup, il suivait à fond. Et il était à fond sur Twitter, donc il nous a dit suivez un tel, un tel, un tel. Il avait fait des listes, ces listes là sur Twitter, il nous avait partagé. Il nous avait fait même un lexique du comment parler en langage crypto, tu vois. Ouais, j'imagine en 2 semaines c'était GM machin et tout, tu vois, genre. Donc en fait, on parlait en mode Twitter game, tu vois. Et donc du coup, on s'est imprégné du truc parce qu'on n'était pas du tout là-dedans. On s'est imprégné du truc et en fait, on faisait les 3 enfin genre on dormait pas, tu vois. On dormait à tour de rôle. Et pendant 1 mois, en gros, c'était site internet qui devait sortir vite, smart contract, les cartes, le produit au global et surtout l'acquisition. Créer l'hype, tu vois, c'est numéro 1. Donc ça, c'était en France. Là, j'étais en France. Là, c'était en France. Ok, le prochain projet, c'était à Bali. Donc là, tu montes ça avec ton frère et avec Guillaume. Vous étiez 3 dessus? On était 4. 4, ok. 4 avec un autre associé qui est aussi dev, un ami de mon frère. Ok. Et un autre aussi qui n'était pas associé, mais qui nous a rejoint en cours de route et qui lui, pour le coup, il nous a rejoint en cours de route, il n'a pas pris les mêmes risques. Lui, on l'a payé, quoi. Ok. C'est ce qu'il a fait. Donc là, tu fais tout ça, tu crées la hype. Donc tu crées la hype, généralement, c'est tu ouvres un Discord, tu mets tout le temps tu mets du monde dedans, tu mets des modérateurs, tu fais bouillir un peu la sauce. Donc après, t'as le mint, donc la première étape. Ouais. Comment ça se passe? Vas-y. En gros, nous, si tu veux, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une whitelist. Ouais. Pour essayer de faire monter le truc. C'est ce qui se faisait beaucoup. Donc, en gros, on avait un Discord dans lequel on faisait chauffer le truc. En acquisition, on faisait des Twitter raids. Okay. On était présent sur les plateformes, tu sais, de launch de NFT. On a fait aussi des placements sur le compte officiel de NFT. Ouais, celui-là, il coûtait cher, non? Je crois que c'était 30, à l'époque, peut-être en octobre, c'était 30, 40K le post. Il était à 20K, le post. Et comme nous, on s'y est pris à la dernière minute, il nous a dit, ouais, guys, it's 40K. 40? Et du coup, on s'est regardé, on a dit, en vrai, ça se trouve, ça va changer notre vie. Et en fait, le risk-reward était trop beau. On les a mis, on a dit, vas-y, on tente. Et alors? Et le retentissement était nul à chier. Ah ouais, nul à chier? Ouais. Oh non, enfin, en vrai, je dis ça, mais peut-être pas forcément, pas tant, parce que à ce moment-là, c'est là où plein de gros mecs un peu anglophones ont commencé à nous suivre. Et c'est là où, en fait, on a vu quand même un petit shift sur les typologies de personnes qu'on avait et surtout, c'est là où on a commencé à avoir des gens certifiés qui venaient nous DM. Ok. C'est là où on a eu des placements de produits avec des mecs de la NBA et tout. C'est un peu la relation presse, quoi, ce que tu as fait là. Ouais, en fait, ouais. Donc, c'était difficile à mesurer le retour sur investissement. Surtout parce que si tu fais des placements avec soit des influx, soit d'autres choses, c'est quoi ta métrique? C'est le nombre de gens qui rentrent dans le Discord après un placement? C'est ça? En vrai, nous, c'était
En vrai, nous, c'était bête et méchant. Hein. C'était, t'avais le lien et le nombre de clics. Ouais. Je traquais le nombre de clics, le nombre de personnes qui venaient. En fait, nous, ce qu'on faisait, c'est que si tu veux, je faisais un placement et je les envoyais sur mon site. Ok. Enfin, j'avais une page et après, de mon site, on renvoyait sur le Discord. Ok. Donc, c'était clairement le coût par clic, le CPC, on va dire. Ouais, c'était un peu ça. Ok. C'est ta métrique. C'était le meilleur truc qu'on pouvait faire. Ouais. Enfin, ou alors, moi, je savais pas. Donc là, tu as créé la hype. Et là, c'est donc le whitelist. Et après le lancement, tu m'as dit donc c'était. Vas-y, je te laisse terminer sur ce premier lancement parce qu'il y a un deuxième après par la suite. En gros, on a fait whitelist. Donc là, on avait pas mal de monde dans le Discord, tout le monde se chauffait, etc. Le projet était assez ouf. Et enfin, vraiment, on avait une vraie vision, une vraie envie. Moi, je suis pas amoureux des cryptos, mais mon frère, oui. Du coup, moi, pour le coup, c'était l'amour de lancer ce projet-là et de le marketer bien et de faire un bon travail. Et après, derrière, le produit, ça tourne autour de la crypto, de la communauté, etc. et tout. Ouais. Et grandir ensemble et miser ensemble sur des projets qui vont marcher, tu vois. Et donc, du coup, on fait ça, on lance la waitlist. Donc, la waitlist, de mémoire, je crois qu'on l'a sold out, mais on l'a sold out genre assez difficilement. Genre, ouais. Ouais. Donc, on l'a sold out assez difficilement. Je pense que la hype n'était pas assez forte. Donc, du coup, on décide de décaler d'une semaine le launch. En gros, ça devait être la semaine d'après. On l'a fait 2 semaines plus tard. Ok. Pour se laisser 2 semaines pour refaire une grosse campagne. Voilà. Parce qu'on était, en un mois et demi à 4, en étant que 2 marketeuses, c'était hyper chaud. Ouais. Enfin, en vrai, c'était des délais hyper courts. Et si je devais le refaire, je prendrais bien 6 mois, tu vois. Ah ouais, 6 mois pour lancer un projet? Franchement, ouais. Ah ouais. Après, peut-être que, bon, alors je m'entourerais de beaucoup plus de monde. Ok. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, après, maintenant que je connais mieux, bah, tu vois, genre, à l'époque, j'avais jamais fait d'influence. Là, on se retrouve à booker peut-être une centaine d'influenceurs, tu vois. Donc, tu sais, j'ai jamais fait ça. Tu sais pas par qui passer, tu sais pas comment traquer, tu sais pas. On s'est fait arnaquer par des trucs. Après, si, j'avais, tu sais, je connais un peu les UTM. Ouais. On avait quand même un bon bagage en market digital. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est que c'est simple, on a fait des briefs, on a fait des vrais briefs, on a fait les discours, il y en avait 4 ou 5. En vrai, on a fait beaucoup de taf. Et en fait, on a fait même plus de taf que prévu, puisque il y a des agences, des fois, qui nous faisaient des discounts en nous disant, en vrai, vous avez fait une partie de notre taf, les gars. Ok. Donc, mise en relation. Ouais. Seulement. Et du coup, en vrai, c'était, bon, en fait, comme on l'a fait avec un cerveau, tu vois, ça s'est plutôt bien passé. Mine de rien. Ouais, ça s'est bien passé, mine de rien. Donc, on a fait la waitlist. Ensuite, on a rebombardé pendant 2 semaines à mort. Et au bout de 2 semaines, on a ouvert les ventes. Donc là, pareil, il y a eu quelques ventes en résiduel. On n'a pas fait le sold out. Ouais. Et en fait, c'est là où c'est un peu le game du NFT, en tout cas à cette époque-là. C'est qu'en fait, le but du jeu, c'est sold out à tout prix. Là où nous, on n'est pas assez vicieux pour faire ça, tu vois. Donc, on a vraiment fait le truc. On a accepté l'échec. Ça veut dire quoi, vicieux, si tu veux rentrer un peu dans les détails? Bah, pour moi, c'est... Tu vois, il y a eu beaucoup de projets qui se sont lancés et personne n'en parle, mais je pense que tout le monde le sait. Faire sold out d'un projet avec beaucoup de supply, c'est très très dur. C'est ça. Et même des très très bons n'ont pas réussi à le faire. Mais après, voilà, il y en avait qui utilisaient des ruses. Par exemple, il faut rentrer des whales ou eux-mêmes rachètent des cartes. C'est ça. Pour pouvoir. Ils s'achètent la moitié supply, ou la 3/4 du supply pour faire. Pour dire, voilà, tu fakes un sold out, voilà, c'est sold out, machin et tout, c'est la folie. Et après, tu as le floor qui monte. Ensuite, tu as le floor qui monte, mais toi, il faut que tu le fasses monter aussi, artificiellement. Donc, c'est de l'argent que tu investis en espérant qu'après la communauté prenne le relais, tu vois. Et c'est un peu comme un petit Ponzi où à la fin, le dernier qui rentre, il se fait baiser, tu vois. Donc, en vérité, moi, ça, c'est des trucs où nous, on était contre. On a fait rentrer un max de monde et des gens qui croyaient au projet, etc. On n'a pas du tout faké de sold out. Et en fait, suite à ça, ce qui s'est passé, c'est que on l'a pas fait. Donc, on a quand même, on était arrivé en dessous même du palier, si tu veux, où il fallait qu'on délivre. Ok. Mais on s'est regardé, on s'est dit, c'est pas possible, tu vois. Ceux qui avaient acheté plusieurs cartes, il y en a beaucoup qu'on a remboursé. Donc ça faisait partie de nous, de nos valeurs. Et après, par contre, on a quand même shippé, c'est-à-dire qu'on a quand même développé une plateforme. Ok. On a fait des formations en crypto NFT. Ça, c'est lourd. Et pendant plus d'1 an, mon frère a fait des lives pratiquement toutes les semaines. Sur ce premier projet. Sur ce projet-là. Qui s'appelait C'était... je préfère pas en parler. Ok. Donc mais c'était des gorilles en tout cas. Ok, c'était des gorilles. C'était les gorilles. On va les appeler les gorilles. Et non, donc mon frère a délivré beaucoup dessus. Et en fait, la communauté qu'on avait, donc qui était à peu près 2000 personnes,
il apportait vraiment beaucoup de valeur. Et pour la plupart, ils ont fait déjà, la carte était dans les 300, 350 euros, tu vois. Ok. Ou peut-être même, bon, ça montait un peu plus quand l'Ether avait monté, tu vois. Parce que c'est rare, il y a beaucoup de projets où ils font sold out. Après, voilà, il y a des flips et tout. Après, ils n'ont plus parlé de la communauté. Non, Il y en a beaucoup qui le font juste pour l'appât du gain. ça fait partie des filouteries. Oui, ça. oui, Tu ouvres un projet, tu fais un max de vente, tu fermes le Discord, tu fermes tout et tu disparais. Tu vois. voilà. Mais bon, ça, à un Il y en moment a qui se sont donné, fait choper d'ailleurs. ouais, mais niveau karma, de toute façon, Ouais, ça même va si revenir. tu ne te fais pas choper, ouais, à un moment donné, Ça revient. toute porte qui s'ouvre se referme. Tu connais. Donc là, c'est quoi? Ça, c'est en octobre, ça? Ça, Fin octobre? Ouais, ça c'était octobre, c'était mi-octobre. Donc ça, c'est le premier projet. Ouais, et on décide, nous, entre-temps, on avait décidé de partir à Bali À Bali avec Guillaume. avec Guillaume et un autre ami, Jérémy. que tu connais. Ouais. Et du coup, bah, en fait, on est parti à Bali. Bah, en fait, on a fait le mint. Ouais. Genre, quelques jours après, on part à Bali, tu vois. Ok. Et donc là, Et donc là, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à Bali, on était déjà passé par Alex et PJ de la chaîne Bodytime, des youtubeurs. comment ça? Ah oui, ils avaient déjà fait Ils la avaient fait un promotion. placement produit Ok, pour ils nous. avaient fait la promotion. Ok. Et en fait, on a bien fité avec eux, on a discuté, etc. On est resté en contact. Et eux-mêmes avaient déjà en tête de lancer un projet NFT lié à l'entrepreneuriat, enfin à plein de choses. Et en fait, ils nous ont dit, bah voilà, on aimerait bien bosser avec vous sur ça. On a vu ce que vous étiez capable de faire, on a vu ce que vous avez fait, on a vu que vous êtes carré, que vous êtes sympa. Enfin, il y a plein de choses plein de critères qu'on cochait. Et même eux, en fait, du coup, on a dit, bah ouais, pourquoi pas. C'était pas prévu. Et en fait, on a commencé à travailler ensemble, sans se dire qu'on s'associait. Moi, à la base, je pensais qu'on était prestat, tu vois. Ouais. Donc, on commence à bosser, etc. et tout. Et en fait, on bosse novembre, décembre. Et en fait, décembre, on se dit, bah écoutez, Donc là, t'étais full à Bali. full Bali. Et Jérémy me disait que tu sortais pas, quoi. Ouais, je faisais Là, que t'étais bosser. Ouais. là, à la plage, t'es même pas allé à la plage une seule fois, Non, là. j'ai même pas vu la mer une seule fois. Je suis resté à Canggu dans ma chambre. Ah ouais. Et j'ai même pas fait Ubud. Mais donc, tu savais que le projet, tu commences à taffer, mais il fallait le shipper rapidement, le projet. Ouais, bah à la base, ils voulaient le lancer en un mois et demi aussi. Ouais. Et Là, on avait toi, mis tu là-haut là, savais. on avait dit minimum 3 mois. Ok. Tu vois. C'est vrai que maintenant, je te dis minimum 6 mois. Ouais. Parce qu'à l'époque, je disais, mais un minimum 3 mois. Tu Ouais. vois. Et pourtant, Mais t'étais même en mode bourrin, ouais. Et même 3 mois en vrai, on était en mode bourrin, on charbonnait tout le temps. Plus, on n'avait pas eu le temps de décompresser du premier projet, de souffler. On n'avait pas eu le temps de faire le deuil aussi. Ouais. Parce que c'est quand même, tu vois, un échec, même en soi. Donc, tu vois. Et plus, on n'avait même pas eu le temps de se remettre du décalage horaire. Ouais. Si ce n'est les 7 jours de confinement à Jakarta, tu vois. mais non, tu vois, en fait, tout s'est enchaîné très vite. Et en fait, on s'est retrouvé avec deux mecs. Vraiment, c'était une très belle rencontre. C'était un pari, tu vois. En mode, tu t'associes avec des gens que tu connais pas profondément. Et des influenceurs. Et des influenceurs aussi, tu vois. Parce que tu sais pas comment ils vont réagir. Est-ce qu'ils ont l'esprit business? Est-ce qu'ils vont laisser léguer un peu le projet à des charbonneurs et après se la couler douce? Ça, tu sais pas aussi. Ouais, franchement, ils sont top du début à la fin, tu vois. Ok. Et en vrai, ça a été une trop belle rencontre. Pour moi, maintenant, bah, c'est devenu des amis, tu vois. Ouais. Et en vrai, enfin, les deux, ils sont toujours archi dispo. En fait, ils nous ont jamais embêtés, tu vois. Ouais. Et quand je dis nous, enfin, je dis ils nous ont pas même jamais les boss, embêtés, quoi, c'est voilà, ils ont jamais pris cette casquette-là de boss. Et en vérité, on a toujours bossé ensemble. Il y a toujours eu des bons rapports. Enfin, tu vois, enfin, vraiment pour le coup, je pense que là, tout le monde va te dire ouais, t'associes pas, exemple, c'est toi et ta chance en vrai. Ouais, c'est clair. Et nous, en vrai, on a eu trop de la chance. Pareil, on te dit ouais, il faut un nombre impair, 3, c'est bien. Tu vois, on est 6 associés dessus, du coup. Ouais, 6, c'est pas mal. Ce qui commence à faire un bon nombre. Pareil, on arrive à quand même plutôt bien s'organiser. On arrive à chacun prendre nos responsabilités. Donc là, on va revenir après sur la suite du projet. Donc là, tu es au début du projet avec eux, donc tu refais la même chose, mais de manière encore plus meilleure que parce que tu commençais à apprendre avec le premier projet. Là, tu as remis un coup de collier sur le deuxième en étant beaucoup plus structuré. Plus structuré, plus pro, le produit mieux et surtout marché français. Tu as remis ton frère aussi dans le cercle aussi. Mon frère aussi est dans le projet. Ouais. Guillaume aussi. Ouais. La personne qui nous avait aidé sur les gorilles. Ok. Et qui avait vraiment donné beaucoup de lui. C'est lui qui nous avait dit ouais, moi je suis beaucoup Alex et PJ, venons on passe par eux pour faire un placement de produit, ça peut être lourd. Ok. C'est lui qui les avait eus comme influenceurs. D'accord. Du coup derrière c'était logique qu'il rejoigne aussi le Bien projet, sûr. donc il a rejoint aussi le projet. Donc en fait c'est nous 4 et Alex et PJ. Ok. Donc là, suite à là, tu refais la hype, tu recrées le Discord et ainsi de suite, tu fais des placements, ça monte bien, ça monte bien. Est-ce que là, sur celui-ci, pardon, t'as fait sold out?
Non, sur Russie, on n'a pas fait sold out. Après, c'est pas un projet NFT qui avait pour vocation de le faire. D'accord. Ça, c'est important de le préciser. C'était pas, et on l'a jamais vendu comme un projet NFT aussi. Ok. Là, pour le coup, c'était, et ça, c'était quelque chose, dès le début, on était très clair. C'était en fait d'utiliser la technologie NFT, et donc, c'est-à-dire technologie de la blockchain, Ouais. de se dire, bah voilà, on va utiliser des NFT comme token d'accès, on va dire, à notre plateforme privée, à notre club d'entrepreneurs. Qui s'appelle? Le Panthéon Business Club. Voilà. Il a du mal à le dire à chaque fois. Non, mais c'est parce que pour moi, Ouais. comme maintenant ça fait 2 ans qu'on est dessus, Ouais. c'est vrai que je vois, pense pas aux autres. Non, mais on était en soirée, il n'arrive même pas à le dire son club, alors que l'autre disait il faisait un club d'entrepreneurs, et j'étais choqué parce que tu n'arrivais pas à le dire. Pourtant, tous ceux que je connais Ils connaissent. connaissent le Panthéon Business Club. Oui, oui. Mais parce qu'en fait, c'est pour moi, en fait, comme c'est. Enfin, je me suis rendu compte à plein d'événements qu'en fait les gens connaissent. Et du coup, c'est vrai que des fois, je dis, voilà, un club d'entrepreneurs, etc. Et en fait, je passe pas par le nom de l'agence. Tu vois, c'est comme si demain tu me dis, qu'est-ce que tu fais? J'ai une agence de market, je vais pas te dire le nom de mon agence. C'est ça. Tu vois. Non, c'est vrai. Mais donc, en gros, ce projet NFT, qui est pas forcément un projet NFT, qui en fait achète une carte NFT qui te permet d'avoir un accès sur le site où tu vas avoir des ressources. Et donc, c'est plutôt un cercle d'entrepreneurs où tu fais aussi des événements. Là, je vais te laisser grandement la parole là-dessus. Où tu as invité aussi des grosses têtes. Ouais, exactement. En vrai, c'est vraiment un club d'entrepreneurs. La technologie NFT, c'est annexe, c'est vraiment l'accès à cette plateforme-là. Et en fait, grâce à ton pass, du coup, et à ta carte de membre, tu vas pouvoir accéder à des événements. On en fait 3 par an. Ouais. Sur des sujets donc bien précis. Ça peut être la crypto, ça peut être de l'immobilier. Ça va être par exemple comment trouver des clients. Tu vois, le thème de la journée. Bon, en gros, c'est vraiment des problématiques liées aux entrepreneurs. On a fait on a fait un gros événement, on a fait un Zénith à Toulon par exemple. Costaud. Dans lequel il y avait Oussama Hamar, Idrissa Berkane, Enzo Honoré qui a expliqué. Donc c'était vraiment full valeur et c'était vraiment très très cool. Bravo. Donc ça, c'est des types d'événements qu'on va faire. On fait des lives aussi toutes les semaines. Donc des lives de plusieurs types. Ça va être des lives communautaires où on fait monter des gens de la communauté qui parlent un peu de ce qu'ils font, qui peuvent aussi vendre leurs services. Enfin voilà, il y a plein de choses. Des live market. Toi demain, tu es e-commerçant, tu as un souci sur ton site. Bah, on va pouvoir, en tout cas, tu n'arrives pas à vendre. On va pouvoir te faire gratuitement une audit et discuter ensemble et réfléchir ensemble en mode cerveau collectif sur ton cas pendant 1 heure. Tu vois. Hot site, ouais. Donc ça, c'est assez cool. Pareil, il y a aussi beaucoup de live crypto, là, qui sont tenus souvent par mon frère. Ouais. Et en mode, il va prendre un projet auquel il croit, il va faire l'analyse fondamentale, expliquer, sans que ce soit des conseils d'investissement, tu vois, mais expliquer lui de son analyse, voilà lui ce qu'il en pense. Tu vois. Cool, ouais. Ok, il donne beaucoup de ressources à ce qu'il sait. Okay. Et donc, en général, les gens, quand ils rentrent, en tout cas sur le thématique, sur le côté crypto, ils montent assez vite en compétences. Et en général, ils arrivent et ils font même des choses aussi assez sympas. Par exemple, farmer des airdrops, tu vois. C'est des choses qui se font pas mal. Je sais pas si ça te parle un petit peu. Ouais, très bien. Voilà. Donc ça, il le fait pas mal et tout. Et il les invite à farmer des airdrops. Il y en a plusieurs qui avaient farmé à l'époque. Je me souviens plus du nom du airdrop parce que j'avoue que moi, je m'y intéresse pas plus que ça. Mais ils avaient tous pris dans les 30 000 boules, tu vois. Ouais. Donc le ROI, là… Là, le ROI, c'est tu passes un peu de temps et tu prends 30 000. Après, pas de conseils. C'est toujours… on regarde un petit peu ce projet-là, tu peux mettre un petit coup. Moi, je vais y aller, tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est ça. Et puis souvent, c'est pas du conseil, mais souvent, surtout sur la partie airdrop, c'est plus en mode… parce que le airdrop, c'est plus, tu utilises la techno et en reward de l'utilisation de la techno, tu vas recevoir des cadeaux. Et du coup, lui, c'est vrai qu'il va aller capter les projets parce qu'il connaît bien. Il va dire, bah voilà, là, les gars, on peut farmer ce airdrop-là. Si tu veux être au summum, en gros, de ce que tu pourras gagner, venez, on se fait des échanges, on se fait des envois d'argent, machin et tout. Il faut que tu swaps tant d'argent, que tu mettes en stacking pendant 1 semaine là, puis tu l'enlèves, puis tu fais ci, puis tu fais ça, puis machin, puis truc. Tu passes des niveaux. Ça montre que tu es sur ton wallet, on voit que tu es un utilisateur actif de cette techno. Et derrière, eux, quand ils sortent NFT ou une crypto, ils te filent en équivalence, en reward. Et derrière, toi, après, derrière, tu n'as plus qu'à les revendre. Tu vois. Ok, lourd. Donc ça, c'est… Attends, on était sur quoi là déjà? Là, c'était sur le Panthéon Business Club, du coup. Ah, voilà. Donc, c'est un peu les types de live qu'on fait. Mais aussi, ce que tu as peut-être oublié de mentionner, c'est aussi tu as des formations. Donc, tu as des personnes qui ont fait des formations en ligne auxquelles on a le droit aussi accès. Donc, tu as des gros noms aussi, non? Ouais, là, c'est le dernier point. Du coup, c'est aussi l'aspect formation. Ouais. Et du coup, sur ces formations-là, on a beaucoup de formations pour les entrepreneurs, encore une fois. Ça peut être soit des retours d'expérience d'entrepreneurs à succès.
Par exemple, on a Anthony Bourbon de Feed, on a Quelle Fabien Raiola, c'est le mec de Eclipse, qui était Ok. pas que de mon associé. Ouais. On a, comment ça s'appelle? On a le fondateur de Otakos, on a Oh. Fitness Boutique, Ouais, tu vois, enfin, on a quand même des bons ouais. entrepreneurs. Mais ça, comment tu les attires? Comment tu leur dis, ouais, on a besoin d'une formation? Est-ce que tu donnes un cachet cash ou est-ce que Eux, c'est le tu… réseau. C'est le réseau? Ouais, eux, c'est le réseau, ça va être d'amis ou alors amis d'Alex et PJ, par exemple. Ça passe souvent par eux? Souvent par eux pour les gros noms. Ouais. Qui font du cold Ouais, DM ou on a fait un truc, ils savent que c'est un peu sérieux, ouais, qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner, que voilà. exactement. Non mais c'est hyper important ça. Ouais. Ouais, bah en fait, si tu veux, il y en a beaucoup moi qui disent ouais, mais quand même, ça c'est un peu les types de retours qu'on va avoir. Ouais, Alex et PJ, un club d'entrepreneurs, c'est plutôt du sport. Avant d'être des sportifs, c'est des sportifs, bien sûr, mais c'est surtout des entrepreneurs. Les gars, faut pas oublier qu'ils ont, c'est les plus gros vendeurs de formation fitness Énorme. France. Ils sont là depuis plus de 10 ans. Ces gars-là, ils ont des marques de vêtements. C'est ça. Ils ont fait une télé-réalité. On a maintenant shippé un projet, un gros club Ouais. d'entrepreneurs. Ils peuvent pas faire n'importe quoi aussi. En NFT, si tu shippes un projet, tu te fais griller aussi si tu fais n'importe Bah quoi. ouais. Ils ont 1,5 million abonnés sur YouTube. Ouais. Les mecs, en fait, ils sont partout, tu vois. Ils font vraiment beaucoup de choses. Ils ont investi dans plein de business. Ils en parleront mieux que moi. Mais ils ont investi dans plein de business. Ils ont fait plein de choses. Ouais. Donc, c'est vraiment des entrepreneurs. Ils ont un bon réseau. Ils sont constants. Ils sont bons. Et en fait, du coup, c'est pour ça que sur le côté formation, très vite, on a eu des gros noms. Tu vois, typiquement, tu prends Christopher Wangen. Tout Énorme. de suite, il nous a dit, il a dit oui, tu vois. Et du coup, ben, on a une formation de Christopher Wangen sur la plateforme. Du coup, expert numéro 1 immobilier. On a Taylor Chiche aussi. Oussama Hamar aussi avait répondu présent pour l'événement. Ouais. Du coup. Mais en termes de formateurs, on a Pierre Gianon. En fait, beaucoup. on a une vingtaine. Bah, t'as les gros noms On a en France, quoi. Maxence Rigotier. Ah ouais. On a, Ouais. on en a plein. Non, mais ouais, sur toutes les thématiques. Mais c'est ouf que, parce qu'il y a pas beaucoup de clubs ou pas beaucoup de plateformes que je connais, où il y a autant de gros noms comme ça qui ont délivré une formation spécifique pour une entité, tu vois. Bah, en vérité, ouais, c'est vrai que j'en connais pas beaucoup non plus. Mais là, c'est des formations. Donc, toi aussi, tu filais, pardon de te couper, tu filais quand même un cachet à tous ces personnes-là pour faire une formation? Ça dépend. Ça dépend? Ouais, ça Pas de dépend. tout. En fait, il y a de tout. Ouais. C'est suivant ce que la personne aussi en face a y gagné versus ce que toi tu as y gagné. Bien C'est sûr. toujours. Ouais. C'est la balance. Ouais, c'est la balance. Ok. Donc, en vérité, ça peut être un cachet, comme ça peut être juste, bah voilà, on donne plus de visibilité, on donne la visibilité, ou derrière toi, ça te permet aussi d'être présent au sein d'un club d'entrepreneurs. Ouais. Et après, toi, de récupérer aussi peut-être des clients qui vont vouloir aller plus loin dans ta formation. Bien sûr. Et ouais. Donc là, ça fait combien de temps déjà le Panthéon? Là, ça fait 2 ans, ouais. 2 ans. Et donc là, tu continues toujours à animer, tu vas tout le temps aux événements physiques et tout. Ça va être aussi quelque chose, c'est un point que je voulais aussi mentionner, parce que c'est parmi les projets NFT, c'est organiser aussi des événements physiques. Ça ressemble un peu à des petits masterminds, et c'est quand même énorme de faire un Zénith. L'organisation, que ce soit la bouffe, les personnes qui arrivent et tout, ouais. voilà, tout ça, toutes ces organisations-là, peut-être on s'en rend pas compte, mais c'est quand même du gros taf. Est-ce que tu passais par des prestataires? Est-ce que tu as kiffé faire ça? Est-ce que tu as envie de développer aussi cette activité-là à terme, ou tu aimerais être rangé derrière un ordi et continuer à shipper des projets? Bah, en réalité, sur la partie événement, c'est plus Alex CPJ qui le gère. Ok. Ouais, donc ça pour le coup, ça c'est vraiment depuis le début, eux, je pense qu'ils sont plus pertinents que nous là-dessus. Et du coup, nous, c'est vrai qu'on va plus se concentrer sur le maintien de la plateforme et le développement, la partie produit, et peut-être plus aussi sur la partie, par exemple, sur l'acquisition, le marketing, tu vois, sur tout Ouais. ce qui est mon métier, tu vois. Ok. Mais par contre, ouais, sur les événements, après, bien sûr, tu vois, on est là aussi. On brainstorm sur les sujets. On va aussi aider à trouver des intervenants. Tu vois, typiquement, moi, je suis un gros consommateur aussi de YouTube. Ouais. Et on va trouver des gars. Bah, écoute, et en général, c'est Alex et PJ qui finissent par démarcher parce qu'ils ont la blue check et c'est un gros compte, tu vois. Ouais. Donc, tu sais que le message va être lu. Tu sais que derrière, toi, demain, tu feras plus confiance à un mec qui a la blue check qu'un mec qui ne l'a pas. En tout cas, qui sort de nulle part. Donc, en vérité. Il faut le payer maintenant. Tu peux le payer, je crois. Hein. Ouais, tu peux le payer. Mais quand tu vois le nombre de follow des gars où tu checks sur YouTube, là, tu peux pas faker. Et puis Alex et PJ, tout le monde connaît en France, tu vois. C'est vrai.
en tout cas de notre génération et du coup, Des mecs, ceux qu'on va taper, c'est… Ouais, non, c'est vrai que tu les as forcément vus quelque part. Ok. Et donc ça te plaît quand même d'organiser des événements physiques comme ça? J'imagine le premier, ça doit faire toujours quelque chose. Inviter Oussama aussi on stage sur ton projet, ça doit être très sympa quand même à voir. C'est drôle parce que tu vois, moi j'étais vachement dans le truc business en ligne, business en ligne, business en ligne. Et là, le fait de faire business en ligne et physique, c'est vraiment trop bien parce que les événements physiques, bon, la semaine dernière, il y en avait un à Paris, du coup, je l'ai raté parce que je suis à Bali. Mais du coup, c'est le premier que je rate en 2 ans. Et en fait, j'adore ces moments-là parce que c'est les moments d'échange vraiment avec la communauté. C'est les moments où vraiment ce que tu fais toute l'année, tout le travail que tu fais, c'est là où ça se matérialise réellement, tu vois. Parce qu'en vérité, t'as beau avoir un chiffre, voilà, on a 1000 membres. Bah, en fait, tant que t'es pas là à un événement et que t'en vois pas, des chiffres. Pour toi, ça reste un chiffre. Ouais, c'est des stats. Ouais. Et genre, tu vois, moi, par exemple, le Discord, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de mal avec Discord. Donc ça, pour ça, on a des modos et on a nos associés qui passent du temps et qui parlent beaucoup avec la commune. Moi, c'est vrai que sur Discord, j'ai un peu de mal. Par contre, je vais être là au live, en tout cas au maximum, et aux événements, tu vois. Et les événements, c'est vraiment le moment. Puis après, je reste disponible. Tu vois, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des membres, qu'il y ait une galère. Et du coup, on me dit, ouais, toi, je sais que t'es bon là-dedans. Est-ce qu'il y a moyen que tu jettes un coup d'œil? On se prend 20 minutes et on voit si je peux l'aider. Donner, toujours donner. Ouais, t'es un donneur. En fait, sur ça, en vrai, je pense que j'ai eu de la chance dans ma vie, c'est que j'ai pas eu beaucoup besoin de demander, mais on m'a souvent aidé, tu vois. Et en général, tu vois, quand il y a quelqu'un qui, je vois, bloqué sur un truc, des fois, tu sais, c'est une clé. Tu lui fais gagner tellement de temps que… Ouais, et puis c'est soit tu le fais facturer, mais tu sais, en même temps, mettre un prix là-dessus, c'est… après, c'est ton temps, ça dépend. Si tu mets 3 heures, why not, tu vois, mais si en 3 minutes c'est plié… Si en fait, c'est ça. pas, tu vois. T'as le temps que tu vas y passer et t'as aussi la récurrence, tu vois. Moi, ça aussi, je le prends en considération. Genre, un mec qui a besoin d'un service, si ça me prend 3 heures, bon, ça risque de me faire chier, tu vois, 3 heures clairement. Mais si ça me prend même 1 heure et que je sais que c'est juste un one shot, que derrière le mec, ça va les bloquer et tout, pour 1 heure, je vais pas le facturer. Par contre, si jamais je vois que c'est un truc qui nécessite plus et qu'il y a du récurrent à suivre, etc. et tout, et du coup, ça va me prendre mon cerveau. Là, en fait, moi, c'est ça. Si ça me prend du temps de cerveau, la charge mentale. Voilà, charge mentale, c'est mort. La bande passante. Exactement. Moi, c'est plus ça que je vais aller facturer plutôt que tu vois, du ponctuel. En vrai, on se rend tous des services et un jour ou l'autre. Clairement. Et donc, après ce projet, donc après le Panthéon, là, tu es repassé sur un nouveau projet, solo entrepreneur. Donc, après t'avoir associé avec 6 personnes, là, tu repars en mode chevalier blanc, seul à la conquête d'une mission, de l'univers, et surtout sur un domaine que tu n'as jamais exploré, le SaaS, la Champions League, comme dirait Oussama Ammar de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est un logiciel. Tu peux peut-être définir un SaaS et peut-être jeter 2-3 lignes sur voilà ce que tu es en train de faire. Pas forcément donner de projet parce que c'est vraiment early ce que tu fais, mais voilà, donner 2-3 lignes. Ouais, en gros, c'est là, moi maintenant, le fait d'avoir testé le service, le fait d'avoir testé aussi maintenant un peu le club d'entrepreneurs, le fait d'avoir testé beaucoup de choses, bah là, c'est vrai que j'ai développé pas mal de compétences qui, pour moi, je pense qu'en tant que marketeur, maintenant sont importantes en 2023, voire 2024. J'ai développé, maintenant, je fais beaucoup de no-code et j'ai même un peu développé aussi. Donc, du coup, voilà, j'ai cette multicasquette, mais qui pour moi, en fait, est un peu la suite logique, je pense maintenant, qui est de, voilà, tu commences à faire du market, puis tu te rends compte qu'il va falloir que tu optimises tes pages de vente, que tu traques mieux. Il y a plein de choses à faire, donc il faut que tu connaisses un minimum en tech. Et du coup, de cette tech-là, après, c'est soit tu le pousses un petit peu plus. Moi, je l'ai pas mal poussé, donc j'ai commencé à faire des sites internet, puis là maintenant développer des web apps en no-code et qui font des choses qui sont très stables, qui fonctionnent très bien. Et voilà. Et puis là, c'est vrai que j'essaye de pivoter, on va dire, et de partir plus sur un modèle un peu à la Indie Hacker, tu sais, Peter Levels de Make, le plus connu, Nomadlist. De Nomadlist, qui est ici à Bali d'ailleurs. Et mais voilà, j'essaye de suivre un peu ces pas-là. Et je me rends compte, en tout cas en grandissant dans mon parcours entrepreneurial, que c'est ce qui fit mieux, on va dire, avec ma vision des choses. Qui est en fait moi, le service et la répétition et recommencer à zéro, etc. C'est quelque chose qui, pour moi, le fait de pas avoir de me dire que c'est pas quelque chose que tu peux scaler, sur lequel tu vas pouvoir capitaliser.
au-delà de l'expérience que tu en tires, bah, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Mais le SaaS pour toi, donc le SaaS, c'est un logiciel en ligne où on va payer un forfait mensuel pour avoir un service, clairement. Ouais. Donc, tu as SaaS B2C ou B2B. Pour toi, le SaaS, c'est la suite logique, mais aussi c'est l'étape la plus extrême, on va dire, sur un truc entrepreneurial, parce qu'il y en a beaucoup qui ship. Et tu parlais de Peter qui a envoyé je sais pas combien, il le disait, plus de 100 projets. Et peut-être durant ce podcast, on n'a pas pu citer aussi tous les projets que tu avais lancés, mais tu en as lancé un paquet qui n'ont pas fonctionné. Et lui, il y en a aussi, je crois, 95% qui n'ont pas fonctionné. Il n'y en a que 5 qui l'ont fait. Est-ce que toi, c'est un peu le summum de l'entrepreneuriat? Et c'est vrai que j'ai un gros respect pour ceux qui se présentent et qui ont dit qu'ils ont un SaaS, parce que c'est beaucoup plus compliqué que de shipper un petit Shopify et t'envoyer du Facebook Ads dessus. Toi, pourquoi c'était quoi cette envie? Et aussi, est-ce que c'était l'envie de découvrir un nouveau milieu, donc le no-code ou le code aussi de manière générale, et te confronter à ça par curiosité, quoi? Bah, en fait, non. En fait, si tu veux, c'est le code et le no-code, je m'étais déjà confronté. Et le fait d'avoir cette compétence-là fait que lancer un SaaS devient accessible pour moi, tu vois. Ouais. Tu passes par? Bah, j'utilise plusieurs technos. Donc, Bubble. Ouais, le plus connu. Ouais, pour tester du coup en MVP, Bubble, c'est ce qui va le plus vite. Ouais. Et après, derrière, quand tu veux commencer à faire quelque chose de plus structuré, de plus carré, mais qui prend un peu plus de temps, je pars plus sur des techs un peu genre, on appelle ça low code. D'accord. Et donc, ça va être plus sur du soit Flutterflow, soit ça va être du WeWeb. Là, je me suis mis à WeWeb. T'as des connaissances, mais aussi tu peux trouver en ligne. Enfin, tu peux broder un petit peu, ou est-ce que tu dois quand même avoir des bases, ou est-ce que tu peux quand même avec ChatGPT, c'est bon quoi. ChatGPT peut t'aider, il t'aidera. Après, encore faut-il que tu saches quoi demander. Tu vois. C'est ça. Et c'est pour ça que moi je pense que c'est important quand même d'avoir des bases, parce que ChatGPT, bah, la réponse que tu vas avoir va être en corrélation avec la qualité de la question que tu vas lui demander. Et du coup, je pense que c'est important d'avoir des bases. Et en gros, ben moi aujourd'hui, comme j'ai fait pas mal de code et j'ai quand même pas mal développé, j'ai fait pas mal En fait, à chaque fois que je fais quelque chose, j'essaie de l'automatiser. L'agence, on n'en a pas parlé, mais on avait essayé de la productiser. Ouais. Je sais pas comment on appelle ça. L'automatiser, là, ok. D'essayer de la rendre un peu produit pour essayer de tirer les prix vers le bas pour engranger un maximum de clients. Ça, c'est assez dur à faire, surtout sur des régies où ça dépend. Ok. Enfin, bref, c'est assez compliqué. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que bah voilà, on a shippé pas mal de projets, on a testé pas mal de choses, testé plus ou moins bien, avec des MVP plus ou moins bons, plus ou moins bien faits. Yes. Là, j'ai décidé vraiment de focus sur un projet et de tester. Du coup, là, ça va être du B2B. Et vraiment, ça va être... là, pour le coup, j'ai vraiment essayé de build avec les premiers utilisateurs. Yes. Donc, de faire un premier MVP sur Bubble, du coup, assez rapide. Ensuite, de très vite aller me confronter au marché, parce que c'est le truc le plus dur, où là, j'ai utilisé mes compétences, je les ai démarchés. C'est très simple avec un Loom où j'ai démarché. J'ai fait un Loom où j'analyse leur site et analyse de site avec ChatGPT. Je mettais toute l'analyse dans un doc et ensuite en live, en 5-10 minutes, je reprenais tous les points. Voilà, il faudrait que vous revoyiez ça sur votre site, ça. Et après, je leur disais, bah voilà, si jamais ça vous a plu ce que je vous ai fait, n'hésitez pas. J'aimerais bien moi aussi prendre de 30 minutes de votre temps pour discuter de ça. Et en fait, derrière, j'avais un beau ton de réponse. Donc, tu essaies d'analyser leur site de tes potentiels futurs clients. Ouais. Puis toi, tu essaies de gratter aussi 5-10 minutes de leur côté pour leur poser des questions plutôt relatives à leur activité, moins à leur site. Parce que on va pas parler de ton SaaS parce que c'est trop early. Mais en gros, tu essaies d'avoir les objections ou leurs peurs, craintes. En fait, moi, mon objectif, c'était de prendre le temps d'une personne qui a un business. Ouais. Et donc, lui, pour lui prendre de son temps, en tout cas pour pouvoir en tout cas le solliciter, je me voyais pas venir comme ça, salut, machin. Je donne d'abord toujours. Je donne d'abord. Okay. Donc du coup, voilà, j'ai fait une analyse assez pertinente du site, qui moi encore une fois, me prend pas beaucoup de temps, mais pour eux, ça leur change beaucoup. Et en fait, ils étaient trop contents parce que c'est des choses qu'ils connaissent pas. Des fois, c'est des développeurs qui leur disent des choses qui sont pas forcément bonnes. Ouais. Par faute de savoir ou par flemme, enfin j'en sais rien, tu vois. Et dans tous les cas, c'est des choses qu'ils n'avaient pas conscience. Et du coup, en fait, je leur ai apporté de la valeur sur ça. Et derrière, tout de suite, carrément, merci pour tes retours et je serais ravi de t'aider aussi sur ton truc, tu vois. Okay. Et du coup, en fait, j'ai eu comme ça une vingtaine de retours. Donc, ça m'a fait déjà une première base. Ensuite, j'ai commencé à co-construire avec un centre. Ouais. Donc, j'ai commencé à co-construire avec un des potentiels clients, du coup. Ouais. J'ai commencé à co-construire. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que derrière, j'ai commencé, du coup, j'ai finalisé mon MVP qui fonctionne bien et qui répond, on va dire, à un premier besoin. Ouais. J'ai shippé et là, du coup, j'ai déjà commencé à avoir à peu près mes 40 premiers clients.
Intéressant. Donc, c'est assez encourageant, on va dire, en un mois. Et donc là, du coup, là, je suis en train d'essayer de voir pour faire évoluer le produit et en tout cas proposer toujours un peu plus de choses pour que je puisse essayer d'avoir encore plus de retour. de traction. Ok. Donc là, tu essaies d'avoir de la traction, j'imagine, organique. C'est déjà ce qu'on te recommande déjà aussi en SaaS avant d'appuyer sur la partie payante. C'est d'abord être sûr qu'en organique, ça tient la route et que le produit il est bon. Toi, à terme, j'imagine, là, c'est tout gratuit, justement pour engranger un maximum de personnes et pour faire venir les gens. Puis après, tu passes sur un produit peut-être freemium ou payant. Donc ça, c'est la suite. J'aimerais juste connaître, et on aura peut-être l'occasion de reparler peut-être dans un deuxième podcast de ton SaaS qui va être développé. Peut-être on aura plus la chance de rentrer plus en détail sur tous les business que tu as lancés. Donc, tu as fait du drop, de l'agence, NFT, enfin des événements physiques. Et là, tu passes aussi sur du SaaS. Donc, ça fait quand même 5 activités complètement différentes. Est-ce que tu pourrais me dire pour une personne qui se lance les avantages et inconvénients si voilà une personne qui a un peu d'argent, qui a moins d'argent, qu'est-ce qu'il ferait par quel ça serait quoi un peu ta checklist, ta roadmap, tu vois, pour une personne, je sais pas, toi à refaire, qu'est-ce que tu ferais, tu vois, qu'est-ce que tu ferais pas, un peu vague la question, mais je pense que ça dépend énormément aussi des personnalités, tu vois. Ouais, je pense. En fait, je n'aurai pas de réponse précise. Maintenant, moi, je peux te dire pour moi, par exemple, quels sont, par exemple, ouais, mon sens à moi. Après, chacun devra le prendre pour soi, tu vois. Ouais. Mais c'est plus en mode, par exemple, si je sais que 6 mois de moins, j'ai besoin de cash rapidement, tu vois, je vais plus faire de la prestation de service. Donc, la seule chose que je peux vraiment conseiller à tout le monde et qui est vraiment primordiale, c'est de toujours se former, de monter en compétences. Donc, c'est vraiment développer 2-3 compétences clés sur lesquelles tu vas être très bon. Et après, le derrière, c'est de toucher un maximum de choses, tu vois. Okay. Et ça, c'est vraiment important quand tu es entrepreneur, je pense. Et du coup, voilà, c'est de devenir bon là-dessus, savoir que tu as ce potentiel-là et que ça, tu peux le monétiser. Ouais. Parce qu'en vérité, la prestation de service, enfin voilà, tu signes 2 clients à 2000, enfin 2 clients ou 3 ou 4 ou 5 à 2000 euros par mois. Tu peux monter vite à 10 000 euros par mois en free, tu vois. Ouais. Sur de la prestation de service. Et c'est quand même bien pour t'enlever un stress qui est le stress de l'argent. Après, par contre, si jamais toi, tu veux, si par contre tu veux, je sais pas moi, trouver un projet vraiment à toi, auquel tu vas construire, monter une marque et e-commerce, c'est le top. Ouais. C'est vraiment bien, ça met plus de temps, et ça demande aussi d'autres compétences. Plus de cash aussi, peut-être. Ça demande cash flow négatif. Ouais, plus de cash de départ. Ouais. Après, le dropshipping, tout le monde dit que c'est mal, etc. et tout. Tout dépend comment c'est fait. Pour moi, si tu le fais de manière éthique et tu livres bien tes produits, classique. Voilà, tu fais attention à la qualité, enfin plein de choses. Ça peut être un premier test aussi pour créer une marque, valider peut-être une niche avant d'y aller. Moi, dans tous les cas, en tout cas, je mettrais pas 20K, je bloquerais pas 20K dans du stock, tu vois. Non. Avant d'avoir testé. Bien sûr. Genre, je testerai. Ouais. Si ça vend, tant mieux. Et pour tester, il y a plein de plateformes. Tu as Ulule, tu peux même faire une landing page et essayer de récupérer des emails. Ça. Il y en a beaucoup qui mettaient juste une landing page et qui remboursaient aussi par la suite, juste pour pas perdre du temps sur un stock et tout. Ils envoient 200 € de ads et après ils remboursent les gens si ça fonctionne pas. Bah ouais. Et en fait, c'est ça, c'est que. Mais ce qui est important pour vraiment tester ton idée, c'est quand même de capturer un paiement ou de capturer quelque chose qui montre que la personne est réellement intéressée. Tu vois. Ouais. Donc ça, c'est ultra important. Mais ouais, tu vois, tu as le dropshipping qui peut être une solution, tu as l'e-commerce qui peut en être une. Le SaaS, là, ça nécessite plus de techniques. En général, soit tu t'associes avec un marketeur qui s'associe avec un dev ou alors tu sais faire les deux ou alors, enfin, peu importe. Là, sur ce projet-là, en l'occurrence, tu es solo entrepreneur et ça sera sûrement la première fois aussi si tu es solo entrepreneur sur ce projet-là. Ouais, ce serait… peut-être tu vas t'associer, mais… Sur le début, là, Ouais, pour l'instant, c'est pas prévu. Après, ouais, là, je suis vraiment tout seul. Ouais. Et en vrai, je suis content. Tu vois, là, ça fait un peu mon projet aussi, tu vois, et ça me montre aussi que ça m'oblige aussi à me remettre sur des sujets que je regardais plus, parce que voilà, sur mes activités, forcément, tu t'éparpilles. Tu peux pas tout regarder, ouais. Tu te sépares les rôles et du coup, tu peux pas tout regarder. Là, au moins, il y a des choses que je reprends en main, des choses aussi sur de la création de contenu que je faisais pas forcément. Du coup, je suis obligé de le faire. Ouais. Mais voilà, moi en tout cas, si je dois te dire comment est-ce que je fonctionne, en tout cas sur mes business, en général, j'essaye de me confronter au marché au moins une fois par jour, ça c'est sûr. Ok.
Et donc moi, une fois par jour, ça va être de DM, de trouver sur Instagram mes clients, d'en trouver une trentaine et de les DM, tu vois. C'est ça. Tous les jours. C'est les métriques, tu te mets plutôt des KPI d'action plutôt que de réalisation. Ouais. Parce que tu peux maîtriser ton champ d'action, tu vois, Mais pas le résultat. et pas le résultat final. Ouais. Enfin, mine de rien, tu peux quand même maîtriser. Enfin, si tu sais que par exemple, il te faut 50 DM pour avoir un client, et si tu vas avoir 10 clients, tu sais que tu vas devoir envoyer 500 DM. Donc après, tu sais, moi, je réfléchis. En fait, je réfléchis pas comme ça parce que ça me met une pression. Moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je mets un objectif qui est bas, ouais. mais qui me permet d'enclencher. Tu vois, c'est-à-dire pour moi, 30 DM, c'est un truc qui, pour moi, ça me fait pas peur d'envoyer 30 DM. Tu vois, ça va très vite copier-coller ton message, tu l'envoies à 30 personnes, ça va vite, tu vois. Mais en fait, tu te rends vite compte que quand tu commences à te mettre dans une phase où tu te poses et tu commences à faire tes DM, en fait, mes tranches, je les explose à chaque fois. Ouais. Tu vois, c'est comme la lecture. Tu vois, j'aime pas lire. Mais je me mets un truc, je me dis, il faut que je fasse 5 minutes de lecture par jour. Sauf qu'en réalité, quand je commence à lire, soit je suis pas dans le mood et je lis vraiment que 5 minutes, mais ça doit être une fois dans le mois. Mais sinon, je dépasse tout le temps. T'enclenches. Mais c'est la théorie des 5 minutes aussi. Dès que tu commences à faire quelque chose, c'est les premiers pas. C'est le premier truc ou la règle des 3 secondes, ou je sais plus exactement ce que c'est, mais dès que tu commences à faire quelque chose, après c'est bon, ton cerveau il est dedans et tu commences à te mettre. Tu vois pas le temps passer. Ouais. Ok. Non, écoute, c'était trop bien, David. Franchement, je voulais surtout t'inviter parce que déjà, on se connaît depuis peu, mais tu as une super personnalité. Et je pense, on se recontactera déjà en France, ça c'est sûr et certain. Et non, mais surtout par la diversité, on va dire, de ton profil un peu entrepreneurial, où tu as fait quand même beaucoup de choses, beaucoup plus que moi, où je suis resté un peu dans l'e-commerce, alors que toi, tu as testé, tu as craché, tu t'es relevé, tu as renvoyé sur d'autres trucs. Et j'espère que les auditeurs ont eu un peu de valeur. Et c'était trop cool que tu sois là. Mais merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçu, ça m'a fait très plaisir. Et contrairement à ce que tu es en train de dire, je trouve ça hyper inspirant et moi, c'est vraiment mon objectif là sur les années qui arrivent, mon business, en tout cas du coup le SaaS en l'occurrence, c'est de rester vraiment focus dessus, tu vois, et de tenir sur le long terme et chose que toi, tu as très bien réussi à faire. Donc, moi, au final, mon parcours était un peu logique, est logique, même s'il peut paraître un peu parfois éparpillé, mais il est quand même logique, mine de rien. Voilà, toi, tu as une consistance et c'est important, je pense, de le souligner. Et dans la vie, je pense que c'est important d'être consistant. On verra si les cryptos remontent. On va voir si tu nous réserves un petit projet. Tu me diras, dans 6 mois, il est sur un autre projet. Non, ça y aura plus. Okay. Ça y aura plus. Bon, en tout cas, trop cool. Merci beaucoup. Ciao, bambino.